Salut à tous et bienvenue sur Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de ceux et celles qui font le cinéma français. Alors aujourd'hui, je reçois une personne parmi un duo, c'est comme Tic et Tac, Batman et Robin ou les frères Cohen, Eric Toledano et Olivier Nakache qu'on ne dissocie plus. Mais j'ai la chance d'avoir pour moi toute seule ce matin Olivier Nakache. Ça va Olivier ? Ouais, très bien, très bien. Ouais. C'est vrai que je suis un peu tremblant nu. parce que nu, je suis pas loin parce que normalement on est tous les deux tout le temps. Bah ouais. Quand on fait ce genre d'exercice, là je suis tout seul mais voilà quoi, j'assume. Bon, écoute, en tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir comme deuxième invité de ce podcast. Donc, il raconte, évidemment, on sait qui vous êtes aujourd'hui, on connaît tous vos films, le succès. Moi, je veux savoir d'où vous venez, d'où tu viens et comment cette passion pour le cinéma t'est venue et comment t'as démarré surtout. Qui t'a mis le petit pied à l'étrier ? En fait, je dis toujours, ce podcast, il sert à savoir si t'es un enfant de la balle, si t'as fait la rencontre qui a changé ta vie ou si t'as défoncé toutes les portes possibles pour arriver à assouvir ta passion. Déjà, quel enfant tu étais et dans quelle famille ou milieu social tu as été élevé ? Eh ben, en fait, vraiment banlieue parisienne, banlieue proche. Ma sœur en a fait un film qui s'appelle Tout ce qui brille, Ouais. donc c'est Puteaux. Le haut de Puteaux, parce qu'il y a le bas de Puteaux et le haut de Puteaux. Donc Ouais. le haut de Puteaux, c'est-à-dire limitrophe avec Nanterre. Classe moyenne, on habitait en HLM, mais jamais manqué de rien. Avec des parents qui sont pas nés en France, Ouais. ils sont arrivés quand ils avaient 13 ans. En Algérie. Voilà, en Algérie. C'est vraiment, comme je dis souvent aux gens qui me demandent un peu mon histoire, comme tu le fais maintenant, Ouais. c'est le coup de Sirocco. Voilà, pour ceux qui ont vu ce film d'Arcadie, Ouais. que je recommande. Et c'est vraiment un film d'une tendresse infinie avec le premier rôle de Patrick Bruel au passage. Ouais. Et un grand Roger Hanin et Marthe Villalonga. C'est ça. C'est-à-dire que mes parents sont arrivés comme ça, en bateau, Marseille, ma mère, elle a été ensuite à Chelles et mon père a été à Créteil. Et ils se sont rencontrés quand ils avaient 20 ans en France. Donc non, pas du tout un enfant de la balle. Ouais. Pas un enfant de la balle, mais si mes parents étaient pas nés à cette époque et avaient eu d'autres outils, il se peut que mon père aurait été dans un milieu artistique. Ah, c'est vrai ? Je pense. Pourtant, il a fait quoi ? De l'informatique, ton père ? Il a fait 2000 trucs. Ouais. Donc, il a dû travailler tout de suite, famille nombreuse Ouais. à Créteil, avec 2 grands frères déjà qui étaient venus avant et qui avaient eux fait beaucoup d'études. Ouais. Mais mon père, il a dû travailler très vite. Donc oui, de l'informatique. C'est un des premiers. Il avait je me rappelle, depuis tout petit, je voyais des écrans verts avec des trucs verts un peu comme Matrix chez moi. Avec les La petits disquette. sons. Ouais, il était dans l'informatique. Il informatisait des boîtes. Ouais. Donc voilà, j'ai grandi avec eux, mais je pense que mon père, souvent on nous demande d'où ça vient avec ma sœur. Je pense que il y a une ADN, on va dire comédie, qui nous vient de mon père, voilà, qui fait des blagues tout le temps, voilà, qui est drôle, qui fait des blagues tout le temps, qui m'envoie encore des textos encore ce matin en me disant regarde ce que j'ai envoyé à ta mère. Voilà, et c'est des conneries évidemment. Ouais. Donc voilà, donc donc on n'est pas du tout des enfants de la balle, quoique depuis que je suis petit, je sais que dans ma famille il y a un acteur qui est Jean Benguigui et on me dit que c'est mon cousin. Ah, c'est pas vrai. Depuis que je suis petit, il y a Jean Benguigui et c'est vrai qu'on a un lien de parenté avec Jean, donc et ensuite on s'est retrouvés avec grand bonheur sur évidemment Nos jours heureux. Ouais, donc, enfin les cousins qui se retrouvent sur un projet commun en plus. Surtout j'étais sûr que c'était du mytho et Ah en fait ouais. non, il m'a vraiment confirmé qu'on a avec comme la mère de ma maman. Ah. Il y a un lien, il y a une vraie lien de cousinade. C'est fou, tu vois, parce que donc mon premier invité était Elie Semoun et lui il me racontait son lien de parenté avec Patrick Bruel, quoi, un peu éloigné, mais je savais pas. Ouais, moi non, je savais pas c'est ça. fou, hein. Ah ouais, c'est dingue. C'est drôle. Et donc bon, alors donc t'es un enfant, voilà, pas de la balle quand même, Non. avec quand même de la drôlerie familiale. Et c'est quoi ton rêve de gosse quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Eh ben justement, c'est-à-dire on n'est pas programmé pour ces métiers-là, les métiers artistiques. C'est pas du tout quelque chose qui est donc dans ma famille. C'est pas du tout une ADN. Jamais j'ai dit à mes parents. Encore maintenant, j'aurais jamais dit je veux faire du cinéma. Ah ouais, jamais, c'est fou. Jamais. Je savais qu'il y avait en fait c'est pas très compliqué. Un jour mon père est arrivé avec une énorme boîte et c'était un magnétoscope. Ouais. Et j'étais comme un dingue et en même temps il y avait un vidéoclub qui venait de s'ouvrir à Puteaux, tout neuf et comme mon père il a le contact facile, il est très social et ben il s'est fait pote avec le gars et donc on avait alors ma sœur était toute petite parce qu'on a 7 ans d'écart. Bah ouais. J'avais libre accès
au vidéoclub. Je pouvais prendre Gratuitement. tout ce que je voulais. Trop sympa. J'avais des cartes et il poinçonnait et j'ai bien compris à un moment donné qu'il poinçonnait dans le vide le mec. Oh non, trop sympa. Et ce qui a fait que j'ai repris et repris les mêmes films. Et donc je me suis mis à tout voir dans ce vidéoclub. Donc j'étais en quatrième. Celui que t'as vu le plus. Quatrième. Celui que j'ai vu. Alors bizarrement, il y en a deux il y en a un, c'est à peu près normal. C'était Rocky. Ouais. Ah bah ouais. Et donc c'était pas, on n'allait pas au cinéma parce que à Puteaux il y avait pas de cinéma, donc c'était vraiment le vidéoclub. Ouais. Et Rocky, je l'ai vu. Et un jour, le hasard a fait que comme j'ai pris tous les films qu'il y avait dans cette vidéoclub, sauf la salle du fond. C'est à cause de toi qu'il y avait plus de disponibilité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que et un jour je suis tombé sur L'aventure, c'est l'aventure. Alors, ouais. Vraiment, c'était quelque chose pour moi. J'ai vu cette pochette. Lino Ventura, je le connaissais vaguement, Jacques Brel vaguement, et j'ai vu ce film-là et je me suis dit tiens, c'est marrant. Et je me rendais compte qu'autour de moi, personne de mon âge n'avait vu ce film. Et donc j'ai commencé à aiguiser une curiosité. Ouais. Donc ça a démarré comme ça avec le vidéoclub, les cassettes, et ensuite je me suis mis à tout enregistrer. Ma sœur ce qui passait à la télé, tu veux dire. Films, donc, bah oui. Rec et Play en même temps. Voilà, le grand kiff, c'est que ma mère ramenait le Téléstar. Ouais. Alors, il y a deux écoles, il y a Télé 7 jours et Téléstar. Ouais. C'était Téléstar. Téléstar, ok. Je me rappelle encore de l'odeur du Téléstar. Ah ouais, bah ouais. Et je prenais un crayon et j'entourais tout ce que j'enregistrais. Oh. Ensuite, j'enregistrais les films et mon père m'amenait des cassettes vierges. Ouais. Je découpais suivant 1T, 2T ou 3T. L'ancêtre de Télérama. Et je me faisais des cassettes vidéo. Ouais. Que j'ai toujours, avec des pochettes. Ah, c'est vrai. Ouais, je les ai toujours. Wow. Je faisais ça avec les cassettes audio aussi. Et quand tu dis sauf la salle du fond, c'était les films coquins. C'était les films coquins. Voilà. Non, ça j'y allais pas, sauf 10 fois. Ouais. Mais, non, ça j'y avais pas accès. Mais en tout cas, ça a démarré comme ça. Okay. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ah. Il y a les 4 temps qui se sont construits. Le centre commercial à la Défense, qui est devenu maintenant Westfield ou je sais pas quoi, ça s'appelait les 4 temps. Et là, il y a un cinéma qui a ouvert. Et là, ça a été le vrai Graal, parce que j'y allais tout le temps. Et la première fois de ma vie où mes parents m'ont laissé sortir tout seul, c'était pour aller voir Les Spécialistes, le film de Patrice Lecomte, où j'ai été tout seul au cinéma. Ah, ouais. Et après, j'ai pas lâché ce cinéma, au point où le agent de sécurité me faisait rentrer. Gratos, voilà. Décidément. C'est ton père encore qui était passé par là pour lui dire « Laisse passer mon fils ». C'est possible. Et donc, si t'avais quel âge là ? C'était 4e, 3e, donc c'est 15-16 ans. Ok. Ça a vraiment démarré comme ça, tout en jamais, je me suis dit, je vais jamais faire. Enfin, je me disais pas, je vais faire ça. Oui, t'étais juste passionné et tu kiffais aller au ciné. Voilà, je kiffais aller au ciné, je kiffais collectionner les films. J'amassais comme ça pas mal de films aux grandes dames de ma mère qui arrêtait pas de me dire on va mettre ça où. Donc c'est parti à la cave. Je n'arrive pas à les jeter, je les ai. Toujours les VHS et je n'arrive pas à les jeter. Mais t'as toujours un magnétoscope ? J'ai toujours un magnétoscope. Ah, c'est ça aussi, c'est bien. Magnétoscope, ouais. Donc mes gosses me disent mais c'est quoi ça, ce truc ? Bah tu m'étonnes. Je dis mais c'est comme un lecteur DVD. Mais c'est quoi un lecteur DVD ? Putain, c'est pas possible. Ah ouais, c'est fini maintenant. C'est plateforme. Ça a démarré comme ça et je cumule en disant que pour ma petite sœur, c'était évident. Donc elle a 7 ans de moins que moi, mais ma petite sœur, très vite, mais alors je pense que comme dans toutes les familles, même toi, t'as dû sûrement danser, t'as dû sûrement faire des pestacles. Ah bah ouais, bien sûr, ouais, tu m'étonnes. Bah voilà, donc je pense que là, ma sœur, ça a été plus rapide. Elle a même fait un lycée option cinéma, je crois que c'était le seul à Paris à l'époque. Ah ouais. Elle, ça a été plus vite en fait. Moi, j'ai essuyé 2-3 plâtres, parce que mes parents m'ont toujours dit, tu passes le bac, et après... tu te débrouilles. Et après, tu fais ce que tu veux. Parce que donc, tu avais cette envie avant le bac, peut-être, d'arrêter de... Je savais qu'il y avait le bac. Ouais. T'as passé un bac quoi ? J'ai passé un bac scientifique. Ah ouais, comme moi. Donc, voilà, tu vois, ça mène à tout. Ça mène à tout. Mais il y a un autre truc qui est important dans les débuts à plusieurs niveaux. Ouais. C'est les colos. Ouais. Les colos. Bah, bien sûr. C'est là-bas que tu rencontres Eric, d'ailleurs. C'est là-bas que je rencontre Eric, mais surtout les colos, c'est là où tu te mesures par rapport au monde et à la société. Dans nos familles, on nous dit t'es le plus beau, t'es le plus drôle, t'es génial, t'es le meilleur. C'est normal, hein, mais je dis ça à mes enfants toute la journée. Mais quand t'es en colo, tu sais vraiment si t'es le plus beau, si t'es le meilleur, si t'es le plus drôle. Bien sûr. Bref, et quand j'étais dans ces colos, bon, j'ai vite vu que j'étais pas le plus beau, j'ai vite vu que j'étais pas le meilleur, mais il y a un truc où je me dis tiens, ce truc ça marche. C'est l'humour.
c'est la comédie. Et attends, quand tu parles de colonie de vacances, donc c'était pas en tant que colon, mais t'allais en tant que moniteur. Oui, non, mais avant, t'étais colon. J'étais participant. Depuis l'âge depuis qu'on a 6 ans avec ma sœur, mes parents nous envoient en colo. Et c'est une super école. Okay. Moi, j'arrête pas de prôner ça. C'est une super école pour tout ce qu'on veut faire dans la vie, parce que non seulement on sait qui on est vraiment, on sait comment se positionner, on comprend vite comment ça marche une société. En 3 semaines ou un mois, tu comprends vite comment ça marche. Et moi, comme je disais, j'ai vite compris que j'avais ce petit truc qui était l'humour et qui permettait de rentrer dans une bande. Ouais, ben ouais. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait autre chose qui marchait bien, c'était la guitare. Alors je me suis dit, mais vraiment pour ça. Marchait bien avec tout le monde ou juste les filles? Bah alors bon, je vais être honnête, au début c'était ça aussi. Oui, bien sûr. Les gars, je me rappelle très bien d'un gars qui est toujours mon ami, qui était belge, qui était là, qui jouait de la guitare, et dès qu'il jouait de la guitare, c'était fini. J'avais beau être, voilà, je faisais vraiment des super blagues, ça marchait pas. Et donc, je me suis aussi mis à la guitare, mais ça a donné une acuité à la musique. Et quand tu es ensuite animateur, tu dois faire des animations. Et j'avais énormément de plaisir à organiser des spectacles, à organiser des soirées cinéma, à organiser. Je faisais beaucoup de choses comme ça. Ouais. Et un jour, on m'a dit que dans le même mouvement de jeunesse, mais pas dans les mêmes colos en fait, il y avait un autre gars qui faisait ça, qui faisait des soirées cinéma, qui se décarcassait pour faire des animations. Moi, je me rappelle, je montais des pièces au début des colos et à la fin, toute une colo pour monter des pièces. Et voilà, c'est là que c'est parti. Eric, il est un peu plus âgé que moi. Donc c'était lui, cet autre gars. C'était lui. C'était Eric Toledano. C'était lui. Mais alors, quand on a 16 ans et ceux qui ont 18 ans, c'est un univers entre. Ouais. C'est pas comme maintenant. Bien sûr. Quand on est plus vieux, il y a plus de différence. Là, il y avait une vraie différence. Donc un jour, je jump dans le temps. Donc je suis animateur et j'entends, tiens, il y a Eric Toledano qui va faire un stage sur un plateau de film. Et je pète un plomb. Ah ouais. Pour moi, c'est comme si on me disait, il y a quelqu'un dans ton entourage qui fait un film. Ah oui, ouais. Donc voilà, donc je pète un câble. Je me dis, c'est pas possible, il faut absolument que je le rencontre. Ouais. On se connaissait sans se connaître. Ouais. Il avait sa bande, j'avais ma bande. Et je lui dis, il faut absolument que j'aille le voir et que je lui dise qu'il me prenne avec lui dans cette affaire-là. Parce que évidemment, je connaissais évidemment personne. Même pas Jean Benguigui. À ce moment-là. Ouais. Et là, t'es quoi? Tu passes ton bac, quoi, à ce moment-là? Je venais d'avoir le bac. Tu venais d'avoir le bac? Donc, je venais d'avoir le bac. Donc, toutes les portes étaient ouvertes. Je m'étais inscrit en Sciences Éco à Nanterre pour être avec mes potes. Ouais. Mais je savais très bien que c'était pas ça. C'était pas ça. Et mes parents ont tenu promesse. Ouais. Et ont tenu parole. J'ai eu le bac. Et après, ils t'ont laissé. Ils m'ont laissé tranquille. Il y a toujours eu une sorte de confiance. Je sais pas comment le dire. Une sorte de toute façon, je me rattraperai sur mes pattes. Ouais, bien sûr. Je me rattraperai sur mes pattes. Et du coup, quand j'ai appris ça, Eric, il était en colo au ski, à la montagne. Ouais. Bah, j'ai pris le train. J'ai prévenu personne et j'ai été au carreau d'arrache. Et j'ai frappé, je suis arrivé la nuit. Donc j'ai frappé et... le psychopathe, c'est de... Prends-moi. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Il te connaissait un peu comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, il pensait que je venais pour remplacer un autre animateur. Je dis non. Et je lui ai dit, je me rappelle hyper bien, j'avais même pas enlevé ma fausse doudoune Scott. Ouais. je lui ai dit, je peux faire le film avec toi. Il m'a dit, mais tu dérailles. Je suis pris en tant que stagiaire. Ah ouais, c'est drôle. Je suis pris en tant que stagiaire. Je dis, mais moi aussi, je peux être ton stagiaire, du stagiaire. Ouais. Non, et il m'a dit, écoute, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il a participé à ce film de Diane Curis. Ouais. Parce qu'il l'avait quand même rencontré dans la rue, complètement par hasard. Il a été lui demander, lui dire, je suis fan de Cinoche, est-ce que je peux faire, je fais tout ce que vous voulez? Et elle l'a rappelé. Waouh, c'est rare les gens comme ça. C'est rare. Et donc, Eric était donc stagiaire régie d'abord. Ouais. Pour nos auditeurs, c'est très très dur. C'est ingrat comme travail. C'est très dur. Ouais. C'est l'organisation logistique du tournage. Donc il amenait les acteurs avec sa micra. Ouais. Et en fait, tous les jours, j'allais à la sortie du tournage. Et pour qu'il me raconte, alors il me disait, j'ai gardé la rue là aujourd'hui. J'ai gardé des places et donc j'ai suivi avec lui le tournage sans du tout être dans le tournage. Sans être dedans, t'es resté là-bas quand même. Je suis resté là-bas et si tu veux, à un moment, il s'est dit, bon, ce mec-là, il en veut. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose et de fait, ce stage quand même a donné la lumière de ce que c'est un tournage. Ouais. Il faut quand même savoir que un jour j'étais au lycée Paul Langevin à Suresnes et un jour je suis arrivé, j'étais en seconde. Et je suis arrivé et je vois des projecteurs, je vois tout un bordel devant le lycée et je vois surtout une flèche qui dit entrée des élèves
Aujourd'hui, on rentre pas par la porte principale. Le lycée était classé, en fait. Ouais. Et je comprends pas, je vois Thierry Lhermitte, je vois Eddie Mitchell. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, waouh. Et donc, je me rappelle, c'était mon début d'année de seconde. Et donc, je m'approche tout doucement et je vois un mec qui est action, moteur. Je me dis, mais pourquoi ils refont 10 fois la même chose? Ils refont 10 fois. Et un assistant, évidemment, quand on est sur un plateau, quand on ne travaille pas, on se fait virer tout de suite. Bah oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bouge. Je dis, non. Et je me suis fait tout petit jusqu'à ce que Claude Zidi, qui était là, donc le réalisateur, c'était La Totale, le film. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Je dis, mais je sais pas, c'est incroyable ce que vous faites. Il me dit, bah alors assis-toi. J'ai pas été en cours et je suis resté avec lui toute la matinée, assis dans un coin, à regarder ce qu'il faisait. Et je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce truc-là. j'aime bien ça. Ah, donc, ok. Donc, en seconde, déjà, ça te met le truc un petit peu... Ça m'a mis le truc. Et ensuite, après ce stage, donc... qu'a fait Eric. Ensuite, il était quand même à Sciences Po. Ah ouais. À la Sorbonne. Ok. Je peux dire aussi que j'ai fait Sciences Po, mais devant, parce que j'allais le chercher tous les jours. Il y a un café en face, et on allait écrire des histoires. En fait, parce que lui, il avait vite compris que le seul moyen d'arriver, c'était soit l'assistanat, ce qu'il a commencé à faire. Mais c'était très dur, il en a chié, c'était très dur. Il a dit l'autre moyen, c'est des courts-métrages. C'est des courts-métrages. Il n'y a pas d'autre moyen. Bien sûr. C'est un métier qui s'apprend en se faisant. C'est comme ça. Il n'y a pas d'école. Il y a évidemment plein d'écoles de cinéma, mais il faut faire pour apprendre. Donc c'est comme ça qu'est né Le Jour et la Nuit. C'est ça. Premier court-métrage. Premier court-métrage où vraiment, on s'est dit un jour avec un ami qui est Michel Hazanavicius, qui est réalisateur, notamment de The Artist. On s'est dit qu'un jour, il faudrait qu'on se réunisse à plusieurs réalisateurs et qu'on montre nos premiers courts-métrages. Mais justement, attends, on peut le voir, Le Jour et la Nuit, quelque part. Tu le montreras plus jamais. Mais c'est très riche d'enseignements parce que on était plein de fougue. On a écrit... alors j'ai tout raconté, et même un truc qu'on n'a jamais dit. J'ai raconté un truc. On s'est dit, il faut faire un court-métrage. Ok, il faut faire un court-métrage. C'est quoi un court-métrage? On a été à l'agence du court-métrage, qui était à l'époque rue de Tocqueville, qui existe toujours. Et on est arrivé, on dit, voilà, bonjour, on voudrait voir des courts-métrages. Et ils nous dit, mais qu'est-ce que... ça va pas la tête. Comme ça, vous voulez... Bah, je sais pas, on veut voir des courts-métrages. Mais oui, on a tous les courts-métrages, mais vous n'allez pas aller voir 200 courts-métrages. On dit, non, mais ceux qui ont eu des prix. Sur les 10 dernières années. Bref. Il se trouve que la nana, elle nous a trouvé sympathique. Vous avez cette chance-là. On a trouvé sympathique. Et on s'est foutu dans une pièce avec un magnétoscope et une télé. Et on a regardé des courts-métrages. C'est pas vrai. Et ceux qui étaient primés. Et on s'est tapé des tannées, parce que ceux à Clermont-Ferrand, c'est pas très drôle. Mais c'est quand même l'essence du cinéma. En fait, c'est l'essence. Il y a tout, c'est un film. C'est un film. Pour ceux qui connaissent pas, c'est que ça a moins de 20-30 minutes en général. C'est moins de 20-30 minutes. Avant, il passait les films. Maintenant, c'est compliqué d'en voir, mais ça reste quand même le principal vivier bien sûr. Du cinéma. Les producteurs vont chercher les jeunes réalisateurs comme ça. Il y a des festivals, il y a une constellation de festivals en France. C'est vrai. Je crois qu'on est le pays où il y a le plus de festivals de courts-métrages, adaptés en plus aux nouvelles technologies. Mais à notre époque, au XXe siècle, il fallait déjà trouver une caméra et de la pellicule, tout d'un truc. Donc on s'est mis à écrire des petites histoires. Ok. Mais attends, donc vous voyez tous ces courts-métrages ensemble. Donc là, de toute façon, l'amitié est née. L'amitié est née. Moi, j'habitais toujours chez mes parents. Eric, il habitait en coloc avec un pote. Je peux dire que j'habitais aussi en coloc. Parce qu'on était tout le temps là-bas. Toujours chez lui. Et on a commencé à voir plein de films et à se dire, tiens, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et à découvrir que les metteurs en scène qu'on adore ont fait des courts-métrages. Bien sûr. Et je me souviens très bien d'un de Cédric Clapiche, de Salvadori. Je me dis, faut faire ça, faut qu'on fasse des courts-métrages. Donc on s'est mis à écrire. On s'est mis à écrire des petites histoires, plus ou moins charpentées. On savait évidemment pas comment s'y prendre. Mais on s'est lancé. On en a écrit un qui s'est jamais fait, mais qui nous a permis de rencontrer un acteur qui est Vincent Elbaz. Vincent Elbaz, donc évidemment, on a allé aussi voir les films, et on a vu Le Péril Jeune. On a adoré le film. Tu m'étonnes. On a écrit une histoire, on a été voir Vincent, avec la première fois qu'on a fait même pas un casting, enfin qu'on a fait une lecture, c'est avec Vincent Elbaz et un autre acteur qui s'appelle Jean-Claude de Goros, qui joue dans tous les films d'Arcadie. Ok. Mais comment tu les abordes, ces mecs-là, quand tu viens de nulle part? On a trouvé leur téléphone et on les a appelés. La démerde, quoi. La démerde. Okay.
On n'avait pas de bureau. Ouais. Donc Eric a demandé à son oncle, qui avait un cabinet d'avocat, de nous prêter son bureau. C'est pas vrai, génial, pour le recevoir. Ouais, et on les a reçus tous les deux. Ah waouh. Et c'était un court-métrage qui s'appelait À demain, je me rappelle, qui était sympathique. Ouais. Et maintenant il fallait trouver de l'argent pour Bien le sûr. faire. Ouais. On a envoyé ce scénario à... Alors, deuxième chose, comment on trouve des productions? Bah ouais. Donc, on va au CNC et on demande la liste de toutes les boîtes de production de court-métrage. Il y en a 99, il y en avait 99 à l'époque. Ok. On envoie le scénario aux 99. C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais, donc motivé quand même. Hein. On reçoit 98 lettres de refus, malgré les qualités extraordinaires, mais par contre, machin. Un mec qui nous reçoit, qui nous dit amenez-moi 300 000 francs et on le fait. Voilà. Waouh, bien sûr. Donc, un malin. Voilà. Ensuite, on s'est dit mais les boîtes de court-métrage, c'est les gars qui les montent pour faire leur. Bah ouais, bien sûr. Leurs. Bah ouais, exactement. Et on s'est dit en fait, il va falloir payer le payer. Nous, quoi, et le faire. Donc on a redoublé d'énergie et on s'est mis à bosser. Alors, moi comme je collectionnais plein de trucs, je collectionnais aussi les vinyles. Je me suis mis à faire DJ, je me suis mis à faire des animations et puis avec Eric, on s'est embarqué là-dedans, d'où le sens de la fête plus tard. On a travaillé dans les mariages. Et un jour, on a récolté 30 000 francs. C'est énorme. Ouais. Sauf que ces 30 000 francs-là, entre-temps, on avait donné 0 nouvelle à Vincent Elbaz et à Jean-Claude de Goros et ça s'est pas fait. Parce qu'ils étaient OK pour le faire. Ouais, ils étaient OK. Sympa. Vincent, il venait de faire le Péril Jeune. Et donc, on a tellement eu honte de les appeler pour leur dire, écoutez, on va pas le faire, on les a jamais rappelés. Wow. Du coup, le jour où on a vu Vincent Elbaz pour parler de Tellement Proche, quand il a ouvert la porte, il a dit, vous venez pourquoi? C'est le court-métrage? C'est pas vrai, c'est drôle. Oui. Comme quoi, il n'avait pas oublié. Comme ça, je donne un conseil aux gens, s'il y a des gens qui veulent faire ce métier-là, il faut toujours clearer les situations. C'est sûr. Toujours. C'est sûr. Toujours. Expliquer, quoi. Il n'y a pas de honte. Hein. Voilà, on essaye, exactement. Et donc, on en a écrit un autre. C'était comme une blague. C'était comme une histoire drôle, en fait, le court-métrage. Et on s'est lancé là-dedans. Donc c'est le jour et la nuit, celui-là. C'est le jour et la nuit. C'était une histoire un peu compliquée, mais on a eu de la chance. C'est pareil, dans les films de Clapiche, notamment Rien du tout, il y a un acteur qu'on trouvait génial qui s'appelle Zinedine Soilem. Ouais, j'aime beaucoup. Qui est fabuleux. Zinedine, on a été le voir. Pareil, il nous a dit, allez-y les gars, moi je le fais. Ah et ouais, donc, il est génial. On a pris Zinedine, un autre comédien qui s'appelle Denis Seba, Julie Mauduèche, qui jouait dans Métis. Et on a fait ce court-métrage-là, en pellicule, en allant à l'ESRA, trouver un chef opérateur. On a réuni un peu une équipe comme on pouvait. Ouais. Eric a rappelé un ingénieur du son qui s'appelle Pierre Beff et qui est décédé depuis, qui était l'ingénieur du son de Diane Curis, et qui nous a donné 3 heures de cours de comment faire un court-métrage. C'est vrai. Comment tourner, en fait. Comment tourner. Ouais. Et je me rappelle très très bien que le premier plan, moi je voulais un travelling. Oui, tu fais pas la simplicité pour le premier plan. Alors je me rappelle hyper bien qu'avec Eric on dit il faut un travelling. Ouais. En fait, on voulait tellement faire du cinéma qu'on voulait voir du cinéma. Bah oui, bien sûr. Et je me rappelle que dans une première scène de ces 2 personnes qui se parlaient, qui étaient assis, on dit non, ils vont marcher. Comme ça on met un travelling. Ah ouais. Et voilà, et ça s'est démarré comme ça. On a eu toutes les galères que tu peux imaginer sur un tournage. Bien sûr. Sur un premier tournage. Sur un premier tournage, toutes les galères, la météo, ce qu'on appelle des perruques, c'est-à-dire la pellicule qui s'en mêle, des scènes qui sont... Enfin bon, bref. Bon an, mal an. Ouais. On monte ce film qui est une blague, et la dernière scène, c'est une scène musicale. On a pris tous nos potes avec des figurants, mais il y avait tellement de problèmes techniques que quand on l'a envoyé dans les chaînes pour l'acheter, ils nous disaient il est pas passable, on peut pas le passer. Ah merde. Je me rappelle, il y avait la pellicule, il y avait un flash bleu qu'on a quand même monté. En fait, c'était vraiment... ouais, je comprends pourquoi tu dis on peut pas le voir. Quoi. Non, parce que c'est touchant. Et encore, c'est pour ça, c'est sympa. C'est toujours émouvant, mais au sortir de ce film-là, on s'est dit, il y a un truc qui va pas parce que on a voulu raconter une histoire. Ouais, c'est celle d'un médecin qui tombait amoureux. C'est ça. C'est un médecin le jour et la nuit qui travaillait la nuit, sa femme le jour, ils se voyaient plus. Et puis voilà, et elle lui disait que c'était terminé. Et lui disait mais non, mais c'est pas possible. Et toute la journée, il voyait un copain à lui qui faisait plein de boulot. Donc il le voyait livreur de pizza, ensuite il le voyait chauffeur de bus. Il dit mais je comprends pas. Et le mec il cumulait il faisait plein de boulot quoi. Donc c'était comme une petite farce. Mais on s'est dit à un moment, non mais ça va pas parce que en fait on parle pas de nous quoi.
on ne dit rien, on parle pas de nous. Tu racontes rien, quoi, c'est ça. Rien. C'est la première chose qu'on nous demande quand tu dis tu veux faire un film, ok, ça Qu'est-ce raconte quoi. Raconté, voilà. Et on est parti sur un autre court-métrage. Alors, entre Le jour et la nuit et le court-métrage, il y a un laps de temps. Mais 4 ans, j'ai vu. 4 ans. C'est 4 ans où on a travaillé avec Eric, pareil, dans le milieu de la fête. Pareil, en se disant, on met des sous. On met des sous, on va faire un autre court-métrage, mais ça va prendre un peu de temps. Et on s'est lancé dans d'autres choses. Et on s'est dit aussi, on veut quand même être au contact des acteurs, des gens qui font ce métier. Donc, on va peut-être les interviewer. Voilà comment... C'est très stratège. Ouais. Et il y a un hebdomadaire qui s'appelle Le Film Français, pour les professionnels. Bien sûr. Et dans la dernière page, il y a toutes les sorties avec les attachés de presse. C'est extraordinaire. Tu ne vas pas croire ce qu'on a fait là. Mais si, mais c'est génial. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis à appeler tous les attachés de presse en disant, mais c'est pour les journalistes, vous faites quoi vous ? On fait une radio qui s'appelle... Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une radio. Qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, comme le CNC, on prend l'officiel des spectacles. Vous êtes fort. L'officiel des spectacles, il y a toutes les radios à la fin. Et on fait... Comme je suis avec toi là, on enregistre une radio. Eh bien, bonjour Eric, bonjour Olivier, bienvenue dans Ciné Passion. Et on a fait une émission de cinéma qu'on a envoyée à tout le monde. Waouh. 99 refus. Une personne veut bien nous recevoir. Mais elle te demande 300 000. Non, lui, ce gars-là, il fait encore des trucs. Hein. C'est vrai, c'est incroyable. Écoute, on reçoit un truc, c'est Fréquence Paris Pluriel, qui est la dernière radio du tuner. Tu vas pas au bout là-bas. Ouais, tu vas jamais. 106.3, c'est la radio des luttes. Elle existe toujours. C'est Porte de la Chapelle. Et c'est un truc de fou. Donc on arrive Porte de la Chapelle et c'est la radio des luttes. Donc c'est la radio pour, par exemple, en ce moment, j'imagine qu'il y a les agriculteurs qui font des émissions. Toutes des gens qui ont des revendications vont là-bas, quoi. Donc on est reçu par un mec très sympa qui nous dit, écoute, ça m'a fait marrer votre truc là, ça m'a fait marrer. Moi, je jouais de la guitare. On faisait des quiz. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez improbable. C'était un podcast avant-gardiste, en fait. C'était ça. Exactement. Bref, et le gars nous dit OK, mais il faut que ça soit que du cinéma engagé qui parle de lutte. Ah, waouh. Donc et on avait tellement envie qu'on lui a dit oui. Évidemment, on n'a pas du tout respecté notre parole. Ensuite, on s'est empressé d'appeler tous les attachés de presse en disant voilà, FPP, Fréquence Paris Pluriel. Mais qu'est-ce qu'il Et on s'est mis à aller dans toutes les projections de presse pendant 1 ou 2 ans, même 3 ans. On a vu tout ce qui se faisait. Et on invitait les gens à Porte de la Chapelle. Gérard Jugnot est venu, Patrick Braoudet, Clapy. On a amené tout le monde. Et à chaque fois, le gars nous disait mais enfin, il n'y a pas de rapport avec les luttes. Il dit mais oui, mais bon, il y a quand même quelque chose. Voilà. Et de temps en temps, on faisait des sujets précis pour se redorer un peu notre blason. Je me souviens très bien qu'un jour, le gars nous a dit écoutez les mecs, vous êtes tout le temps à la radio, vous avez une émission qui va se voir pour ça, mais vous êtes tout le temps là. 1er novembre, je vous donne toute la matinée. Waouh. Et on a fait une matinée et à un moment donné, on voulait vérifier si quelqu'un nous écoute. Quand même. Donc on a dit celui qui gagne, on lui offre un voyage celui qui appelle, on lui offre un voyage à New York et tout. Et il y a une dame qui appelle hyper sympa, qui trouve la réponse parce que je jouais de la guitare, il devait trouver. C'était ma mère. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ma mère qui a appelé. Tu l'as emmené à New York ou pas ? Ouais. En plus, c'est vrai. Non. Mais au cours de ces entretiens-là, on a rencontré des gens. C'est ça. On a rencontré des gens et on a rencontré des gens qui ont été très importants, notamment Patrick Braoudet qu'on a rencontré. Et on lui a dit on veut boire un café avec toi. Et alors il avait quand même vécu quelque chose d'incroyable avec 9 mois. Et donc on a passé une matinée avec lui où il nous a raconté 2-3 trucs. Et aussi, lui, il avait fait Génial, mes parents divorcent. Son premier film, Et 9 mois. Et 9 mois après, Il est vétérinaire. Oui, c'est vrai. Au cinéma. C'est vrai. Il a parlé de lui. Donc on s'est dit, mais c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Il faut raconter quelque chose. Quand on parle de quelque chose, on en parle forcément bien. On connaît. Bien sûr. On connaît ces trucs-là. Et un jour, au cours de ces entretiens, on est avec un tout jeune qui vient d'arriver du Canada, qui est Gad Elmaleh. Waouh, ok. Donc voilà, on le rencontre comme ça. Et au cours d'un entretien, pareil, il y a un courant qui passe. C'est difficile de ne pas avoir le courant qui passe avec lui. Et on lui raconte une histoire. On lui raconte un truc qu'on fait avec Eric depuis 5 ans déjà. Comme je l'ai dit, on faisait des animations. Le soir du 24 décembre, on fait le Père Noël chez les gens. On faisait ça avec Eric. On appelait des potes. On avait acheté des tenues de Père Noël. Et il y avait une société qui nous dispatchait, qui s'appelait Jour de Fête, qui doit toujours exister d'ailleurs, et qui nous envoyait
chez les gens. Chez les gens, et on arrivait, on avait appris par cœur. Bonjour Juliette, alors toi tu aimes beaucoup le chocolat. Et on faisait ça et on se retrouvait tout le Père Noël à la fin de la soirée et on se racontait des trucs. Putain, il m'est arrivé ça. Évidemment, c'était la plupart, le 24 décembre, c'est souvent des bruns aux yeux noirs. Ils fêtent pas Noël, les mecs. Ah ouais. Donc on était tous un peu, tu vois, des banlieusards, des enfants issus de la première génération d'immigrés. Ouais, enfin, bien tu vois, sûr. Et on se met à lui raconter ça à Gad. Et Gad nous dit, je me rappelle hyper bien, il nous dit, mais vous l'avez écrit ça? Et on lui dit oui. Et je lui dis, c'est génial, moi je le fais ce truc-là. C'est super comme histoire et tout, je le fais. Et les petits souliers. Les petits souliers, on l'avait évidemment pas écrit. Ouais. En une semaine, on a gratté les petits souliers. Le deuxième court-métrage. Ouais. On le fait lire à Gad. Il nous dit, c'est super, j'ai mon pote Jamel là, je vais l'appeler. Il appelle Jamel. Debbouze. Jamel Debbouze. Qui était... la mèche était en train de s'allumer. Ouais. Et il allait exploser, Jamel. Et je me rappelle aussi que moi, c'est le début des Chiens. Ouais, bien carrément. Atmen, Khelif. Ouais. On appelle Atmen Khelif et on lui dit, mais il y a Jamel et Gad. Mais bien sûr, je le fais. Ah bah oui. Vous avez fait quoi avant? T'inquiète. Et alors la cerise. Et après, il y a eu que des cerises. Ouais. Que Jamel dit, pourquoi on n'appelle pas Rochdi? Rochdi, il sortait de N'oublie pas que tu vas mourir. Il avait déjà 10 films derrière lui. Il dit, non, les gars, Rochdi. C'est trop. Ouais. Il a appelé Rochdi. On le rencontre. Rochdi nous dit, allez-y, je le fais moi. Waouh. Et on se retrouve à la tête de ce bateau-là, qui est devenu Les Petits Souliers, notre deuxième court-métrage de 20 minutes. Et on est né. Ouais, comme ça. C'est comme ça qu'on vous remarque et qu'on vous repère. Ouais, on est né comme ça. On raconte quelque chose qu'on connaît. Ça parle de sujets sociaux. C'est drôle. Ouais. Y a un poil d'émotion. En fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'on l'a montré à des étudiants. Et je me dis, c'est fou parce qu'il y a tous les ingrédients de tout ce qu'on a fait après. Ah oui, tout est oui. déjà là. Ouais. Alors c'est maladroit, c'est pâteau, mais on a bénéficié de l'aura de ces acteurs-là. Ouais. Qui ont complètement explosé le temps qu'on monte le court-métrage. Wow. Et ensuite, on a fait la tournée des Grands-Ducs. Tous les festivals qui nous ont refusé, voilà. Là, on avait les portes. La porte commence à s'entrouvrir. Waouh, ok. Et comment vous avez travaillé avec Eric? Il y avait, vous écriviez ensemble, réalisez ensemble. Il y a une entente qui s'est faite naturellement, où chacun a sa petite spécificité. On a sûrement des spécificités au fil des ans, mais en fait, on a tellement appris ensemble. Je pense que les gens Ouais, c'est ça. C'est comme les amis d'enfance. En fait, les amis d'enfance, on les rencontre donc dans l'enfance, avant l'âge adulte, avant la construction. Je pense qu'il y a un truc qui se crée là. Et en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que c'est comme si on voulait pas partir de l'enfance. Finalement, là, je l'ai quitté là, je le retrouve après. C'est comme une colo, en fait, finalement. On garde la même chose, on garde ça. Quand on se retrouve, on se retrouve comme quand on retrouvait des potes de colo. Tu vois, hier soir, le hasard a fait qu'on a rencontré quelqu'un qui avait fait des colos avec nous. Et le gars, la première chose qu'il nous dit, putain, mais c'est génial, vous êtes toute la journée ensemble. J'adorerais, moi, être avec Gilles, avec Thierry, avec machin. Mais non, je suis prof. Ouais, c'est ça. Je les vois un week-end sur 7, tu vois. Deux meilleurs potes qui se quittent pas, quoi, en fait. C'est ça. Et la chance, c'est là où il y a une vraie chance, c'est qu'il y a une complémentarité artistique. Le hasard fait que, grosso modo, on aime les mêmes films, on aime écrire les mêmes histoires, et les histoires qu'on veut raconter nous brûlent tous les deux. Ouais. Donc, ce qui était le cas pour Nos Jours Heureux, pour Samba, pour Hors Norme, pour Le Sens de la Fête, pour Intouchable. C'est ça qui est incroyable, en fait. Et comme tu dis, en fait, vous, petit à petit, quand même, vous avez raconté des choses personnelles. Ouais. Donc, parce que là, on était sur votre deuxième court-métrage. Le troisième, c'est Ces Jours Heureux. Qui est donc le court qui va donner le long, mais plus tard, parce qu'il y aura un autre long avant celui-ci. Tout à fait. Et ça aussi, je peux expliquer pourquoi il y a un autre long avant celui-ci. C'est ça. Vous faites ce court-métrage Ces Jours Heureux, qui aussi, alors là, c'est vraiment, c'est bon, quoi, c'est lancé. Et un long avant celui-là. Ouais, c'est, en fait, la porte, elle s'ouvre pas facilement. Ouais. La porte, faut donner malgré le succès du cours. Faut donner des coups d'épaule. Ouais. Je disais ça il y a pas longtemps à quelqu'un qui est pas loin de moi, que c'est que l'obstination fait partie du talent. Ouais. Et c'est vrai que l'obstination fait partie du talent. Maintes et maintes fois, on a baissé les bras parce que on fait les petits souliers. Les petits souliers, ils remportent 30 prix dans les festivals. Ça y est. Oui, ce qui est énorme. Ça y est. Ouais. Dominique Farrugia nous repère et j'en profite pour le remercier encore, Dominique Farrugia, parce que c'est vraiment lui
qui nous a à un moment donné attrapés et dire vous allez faire du cinéma, c'est sûr. Ah, ok. Il avait senti, lui. Il a senti, il voulait faire le long métrage des Petits Souliers. Et donc pendant 2-3 ans, on a essayé d'écrire le long métrage des Petits Souliers avec ce casting-là, mais c'était plus possible parce que Gad et Jamel, c'était devenu plus à notre portée. Jamel, il est parti il a fait Jean-Pierre Jeunet, Le ciel des oiseaux et ta mère. C'est devenu une superstar. Gad, entre les spectacles et le cinoche, c'était plus possible. Donc, on n'y est pas arrivé. Okay. Donc, on a plusieurs fois des films qui ont été refusés. On connaît comment se passe le financement des films. C'est compliqué, il faut beaucoup d'argent. Et ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché. Donc, au bout de 3 ans, on a dit à Dominique, écoute, on n'y arrive pas. Et lui nous a dit, écoutez les gars, je vais partir à Canal+. Il est devenu patron de Canal+. J'ai dit, mais juste avant, on veut faire un deuxième court-métrage. Il nous a dit, ok les gars, je vous le finance. Ok. Et ce qu'il a dit, il a dit, je peux pas vous laisser comme ça. Ouais. On a essayé, on n'a pas réussi à monter votre long métrage. Je vous le finance. Pareil, on s'est vu avec Eric, on s'est dit, bon bah voilà, il faut écrire un autre truc. Il faut écrire un autre truc là. Et on lui avait évidemment dit qu'on avait une idée déjà. Et on l'avait pas. Bah ouais. Et donc on s'est dit quoi? Les animations, on a fait les Petits Souliers, les colos. Ouais. Mais qu'on va pas faire un court-métrage, une colo. Ouais. Bah on va faire blablabla. Voilà, le départ et l'arrivée. C'est faisable. Bah ouais. Pragmatique. Un décor, une grosse ellipse, des comédiens, des enfants. Allez, c'est parti. Ouais. Et on a écrit donc le bébé de Nos jours heureux. Alors ces jours heureux, on l'a écrit vraiment en 2 jours. Ouais. Tellement on avait de ressources sur les colos. Bah tu m'étonnes. Tout ce qu'il y a dans ce court-métrage est arrivé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Ces jours heureux, rebelote, on fait par chance énormément de festivals. Vous gagnez Meudon, non? C'est pas avec ces jours heureux que vous gagnez Meudon? On gagne Meudon. Et ce qui était très agréable, c'est qu'avec les Petits Souliers, on a eu quasiment que des prix du public. Mais avec ces jours heureux, on avait des prix du jury. Donc en fait, on sait que c'est pas la même, ça raconte pas la même chose. Ça raconte pas la même chose. Des prix qui n'ont pas la même signification. Et donc rebelote. Et on se dit bon bah voilà, maintenant on a ça. Ok, on va écrire Nos jours heureux. On va écrire ce film sur les colonies de vacances parce qu'on a tellement, on regorge. On regorge. Donc on se met à écrire. Et là, il y a un monsieur qui nous appelle un jour, qui nous dit je n'ai jamais produit de film. J'empiète peut-être sur ton programme. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je regardais. Non, je cherchais le. Non, mais moi je pars, je suis bien là, donc je pars. Mais moi, non, au contraire. Donc ce mec t'appelle. Et c'est Nicolas Duval, Quad Production, qui nous appelle. Ah bah ouais. Et qui nous dit. Quad, qui a fait Prête-moi ta main, L'arnaqueur. Et surtout tous nos films. Et Intouchable, et tous vos films, mais pour que les gens resituent. Voilà, ce monsieur nous appelle, nous dit je suis producteur de pub. Est-ce qu'on peut se voir? Donc on le voit et il me dit bah voilà, j'ai envie de faire des longs métrages, j'estime avoir fait le tour de la pub, je veux me diversifier, voilà, j'ai envie de faire du long métrage. Alors nous on lui dit écoute, on sort de Dominique Farrugia, ça fait 4 ans, c'est compliqué de faire du long métrage. Oui mais moi j'ai envie avec vous. Alors et nous on lui dit bon, et nous est-ce qu'on peut faire de la pub? Alors il dit non, les courts-métrages que vous avez fait là, ils sont sympathiques, ils sont mignons, mais la pub, il faut un effet visuel, il faut une forme, il faut quelque chose, donc non, c'est pas ça. Donc on se dit mais putain mais... Et lui, vous avez découvert sur des festivals, courts-métrages. Festival. On avait aussi des amis un peu en commun, on avait rencontré un réalisateur qui s'appelle Bruno Chiche dans un festival, qui le connaissait, et qui nous avait dit ce mec-là, vous pourriez le rencontrer. Et en fait, nous, on lui a dit, écoute Nicolas, mais on n'en pouvait plus de travailler dans des cafés. Et on a dit, il nous faut un bureau. Et bien, il nous a dit, ok. Donc, il est rentré dans un bureau. Il a dit à une personne... Tu dégages. Non. Qui était une directrice de prod. Il lui a dit, écoute, tu vas travailler dans le bureau là-bas. C'est pas vrai. Et il nous a donné un bureau. Et là, ce jour-là, depuis qu'on a eu un bureau, ça a été un vrai déclencheur. Donc, on lui a dit, à Nicolas, écoute, on a une idée, c'est une colonie de vacances. Il te dit, écoutez, je vous mets là, dans ce bureau. Faites ce que vous voulez. Je vous paye. D'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. Waouh, il te paye pour développer comme alors ça. Alors qu'il n'a rien lu. Ah ouais. D'habitude, on propose quelque chose et on développe. Belle opportunité. Voilà. Et là, et c'est pour ça que dans tout ce qu'il a fait dans ces débuts-là, c'est une importance cruciale parce que on l'a jamais quitté et on le quittera jamais. Bah ouais, c'est-à-dire que c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il nous a vraiment mis dans un écrin. Et c'est une magnifique fabrique à faire des films, Quad. Il faisait
certes des pubs et des petits films, mais il y avait tout là-bas. Bah ouais. Il y avait tout, on demandait, on avait tout, on pouvait avoir accès à tous les films qu'on avait à l'époque. Il y avait une banque de données, il y avait des gens qui faisaient des mood boards, c'est-à-dire des dossiers visuels et tout. Et on s'est mis à écrire. Donc ton premier salaire dans le cinéma vient de lui. Ouais. Tu te souviens du premier chèque Non, alors le premier chèque, c'est quand France 3 a acheté Ses Jours Heureux. Le court-métrage, où là, je m'en rappelle, mais tu peux même pas savoir. Et je rends hommage à Dominique Farrugia. Normalement, quand une production achète, quand une chaîne achète à une production, il y a un pourcentage pour les réalisateurs et pour la prod. Ouais, bien sûr. Et ben, Dominique nous a tout donné, à nous. Ah, ça c'est beau. Et je me rappelle, c'était, je crois que c'était 8 000 francs chacun. T'imagines, 8 000 francs. 8 000 francs à l'époque. C'était dingue. C'est énorme. Donc, je me rappelle de ce chèque. Quand j'ai été amené à la BOC où il y avait 100 francs sur le compte. Bah ouais, c'est ça, tu mets 8 000. Et là, tu te dis, c'est bon, j'ai un pied dedans. Ouais. Mais encore maintenant, je suis étonné de gagner de l'argent avec ce que je fais. Ouais, quand même, ouais, c'est normal. Parce que c'est une passion. Voilà, c'est un truc de fou. Et donc. Donc, il te donne ce bureau, vous vous mettez à écrire. On se met à écrire tous les deux. Et frénétiquement. Ouais. Frénétiquement, on se met à écrire Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux, le premier scénario, il faisait 250 pages. Waouh. Tellement on avait de ressources, tellement on en avait. Au milieu de l'écriture de Nos Jours Heureux, au milieu de cette écriture, on fait lire donc à Nicolas et les 250 pages. Alors au milieu, il y en avait 100. Ouais, si tu veux. Oui, un long métrage, c'est à peu près 90 à 100 pages 100 pour pages. Ceux qui connaissent pas trop. Alors les nôtres, ils ont toujours fait 120, 130. Ouais, bon, c'est pas grave, on coupe après on un peu. On n'arrive pas. Et au fil de l'écriture, Nicolas nous dit personne me connaît dans les chaînes. Personne me connaît. Ouais. Personne vous connaît, hormis ces deux petits courts-métrages. Vous attaquez un film avec des mômes. Ah oui, c'est dur à gérer. Ça va être dur à monter. Ouais. Ça va être dur à monter. Il fait 2-3 tests comme ça et on voit que on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que personne va risquer ça. Personne. Nous, on sait ce qu'on veut faire. Mais à lire, c'est compliqué. Des enfants, des animateurs. Il n'y a pas vraiment de trajectoire et ça part, ça revient. Enfin, le scénario était compliqué à lire. Ouais. Et il nous dit ça va être chaud. Putain, on se dit c'est pas vrai. C'est vrai, mais encore, ça va être chaud. Et il s'est passé du temps. Hein. Les gens pensent qu'on y est arrivé vite, mais il y a eu du temps. Et on a réfléchi avec Eric, on a dit ok, on va faire un film pour le marché. Ok, on va faire un film pour le marché. Vous voulez, on va rentrer. La porte, elle était entrouverte. Ouais. On va foutre un grand coup. On va écrire un film pour le marché. Okay. C'est quoi un film pour le marché? Un buddy movie, des potes. Ouais. On va prendre des potes. Et à l'époque, c'était la mode des speed dating, de ce genre-là, de ces nouvelles façons de rencontrer des nanas. Ouais. Bref, pareil, un film référence, Robert et Robert de Claude Lelouch, avec Charles Denner et Jacques Villeray. Voyez-le, franchement, voyez-le. C'est deux mecs paumés, un flic et des mecs paumés qui sont dans une agence matrimoniale. Bref, on se dit voilà, il y a ce film-là. Claude Lelouch, il a été capital dans nos vies, capital. En influence. En influence, en tout, en conseil, en tout. Pour nous, c'est un méga modèle. Ouais. Et dans ses choix de casting, enfin, je pourrais en parler. On fera un autre podcast. Ah ouais, avec plaisir. On pourrait appeler Retour dans les débuts de Claude Lelouch. C'est moi qui le fais. Mais grave, bah écoute, si un jour je l'invite, c'est toi qui l'interview. Claude Lelouch, je suis inépuisable. Bref, et on se met à écrire un film, entre guillemets, calibré. Ouais. Calibré. C'est-à-dire que je l'ai revu il y a pas très longtemps, évidemment, c'est compliqué de revoir ces films, mais c'est avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve. Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve, c'était pas le casting initial, c'était pas Gérard, mais il est arrivé, il a sauvé le film en fait. Et on se dit, il y a un acteur, on était fan de la troupe des Robins des Bois, et on était fan de cette troupe-là, donc on s'est dit, on va aller chercher un acteur qui est montant. Ok. Il tournait Podium. Ok. Donc on écrit ce film assez vite. Pendant qu'on écrit Nos Jours Heureux, on écrit Je préfère qu'on reste amis, qui est vraiment, c'est calibré. C'est un vrai film à la fois de cinéfilm dans la façon de faire, il y a le travelling partout, et à la fois c'est un film, qui était dans l'air du temps. Quand vous le revoyez maintenant, c'est un film dans l'air du temps. Et on va voir Jean-Paul, ça fit tout de suite avec lui, et je me souviens très bien qu'on lui fait lire le film sur le plateau, sur le tournage de Podium. Ok, waouh. Il prend le temps de le lire sur le tournage. Non seulement il prend le temps de le lire, il nous rappelle et il nous dit écoutez, c'est vachement bien. Qui est l'autre? Donc on avait des idées d'acteurs, on pensait à Gérard Darmon, machin. Bref, on a pas mal de refus et il nous dit mais moi j'en ai croisé un sur qui est Gérard Depardieu.
Mais on lui dit, mais non, enfin Gérard, ça va pas, il va jamais regarder de mecs oui. comme nous. C'est un premier film. Laissez-moi lui parler. faire. Et il a réussi à l'avoir. Bah, non seulement il a réussi à l'avoir, mais un jour, on a un coup de fil de Gérard Depardieu. Donc, quand on a un coup de fil de Gérard Depardieu, tu m'étonnes. Et il nous dit, bon, votre machin, là, votre scénario, je pars à Tokyo, là, amenez-le-moi. Chez vous? Mais non, à Air France, au salon Air France. Ah bah putain. Scooter SV80, on avait un SV80 A2 avec Eric. Ouais. On a été en scooter à Roissy. Ouais. Et on lui a déposé le scénario avec nos 2 DVD de court-métrage. Ouais. Il nous dit, je vois pas déjà mes films, tu veux que je vois les tiens? C'est pas vrai. On repart avec les DVD. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et ensuite, il nous rappelle. Ouais. Et il nous dit dimanche 14h. Et il nous donne une adresse. Il dit, mais vous avez lu dimanche 14h avec le petit Jean-Paul. Jean-Paul, il tournait un long dimanche de fiançailles en Bretagne. Ah ouais. On le fait rentrer. Non. Ouais. Ah oui, il est sympa quand même. Ouais. Et on fait une lecture tous les 4. Ok. On le connaît ni... Ben, on l'a jamais... Ouais. Première fois que tu le vois vraiment en prenant du temps. Quoi. Ouais. Je sais ni s'il a lu, ni s'il veut faire le film. Okay. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il voulait lire avec nous et qu'il ne voulait pas créer d'affect avant. D'accord. Pour pas être embarrassé de nous dire non. Oui. Et aussi à Jean-Paul qu'il aimait beaucoup. Ok. Et c'est là où c'est un des moments, des plus grands moments de notre vie avec Eric, c'est que on lit avec Gérard Depardieu notre premier script. C'est incroyable. Et on se rend compte qu'au fil de la lecture, qu'il n'avait pas lu, ah oui, tu te rends compte qu'il n'a pas lu. Parce qu'il découvre le texte. Et il se marre. Et son personnage, il s'appelle Serge. Ouais. Et il dit, oh, il est con, j'aime bien. Là. Oh, j'aime bien. Ouais. Il s'est mis à se lever et à jouer tous les rôles sauf celui de Jean-Paul. Ok. Et au bout de la 30e page, il s'arrête et il nous dit, mais vous le voyez comme ça, non? Ouais. Je dis, nous, on est au spectacle. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On va pas dire à Gérard Depardieu. Et on se rend compte qu'il nous tend, qu'il faut saisir un truc là. Ouais. Si on dit, bah non, bravo. Alors on dit, non mais essaye peut-être ça. Et on s'est mis à rentrer dans une espèce de logique de travail. Ok. Et on a vu qu'il nous écoutait. Ah bah ouais. C'est incroyable. C'était incroyable. À la fin, il a fermé la page. Il a dit, je me rappelle, il avait un agenda, il avait des petites lunettes demi-lune comme ça. Et il dit, bon, bah lors du 23 janvier à début avril. Il dit, donc c'est bon. Il dit, que votre producteur, là, il appelle mon agent là. Ouais. Mais c'est bon, 23 janvier, début avril. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Il est venu aux essais costumes. Il a perdu, alors, si vous revoyez le film, il a pas du tout l'aspect qu'on a maintenant. Il était tout mince. Ah ouais. Et ça a été fou. Premier. Je préfère qu'on reste amis. Je préfère qu'on reste amis. Avec Gérard Depardieu, Jean-Paul, qui Premier vraiment long. Jean-Paul, on lui doit énormément de choses. Bah qui vient aussi de Dominique Farrugia, Jean-Paul. Donc, ah bah oui, bien Dominique, sûr, les Robins des Bois, Il est très très important dans notre parcours. Il est matriciel. Et donc le film se fait. Ouais. Avec Gérard Depardieu. Incroyable. Donc on est tous les deux à devoir gérer ce mastodonte du cinéma. Ouais. Ça se passe super bien. Ouais. Il y a des fois où on ne sait pas où il est. Et voilà, ça nous apprend aussi à faire des compromis, à réagir vite, à ne pas se poser 1000 questions, d'avancer. Un tournage, c'est un bateau. Il faut l'amener d'un point A à un point B. Voilà. Il faut essayer de ne pas prendre l'eau. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça se passe très bien. Ouais. On est hyper content. On monte le film. Et idée de génie de notre producteur là, il disait ok, vous avez ça, faut monter l'autre avant que celui-là ne sorte. Faut monter financièrement. Exactement. L'autre film, voilà, pour être prêt à tourner vite. Mais nous, on est un peu exsangue et on dit à Nico, mais attends, il y a la sortie du film, non, on va pas tout de suite. Le film est sorti en février 2005, exactement, en février 2005. Nicolas nous dit donc, c'était au mois de janvier. Il nous dit, bon, vous avez le scénario de Nos Jours Heureux. Ouais. Et on lui dit, écoute, on ne sait pas si on va vers ça. Tu sais, on a tourné avec Gérard Depardieu, on ne sait pas si on va faire un film avec des mots, mais vraiment. Hein. Ah ouais. Ok. Il y avait un réalisateur qu'on aimait beaucoup et en qui on avait énormément confiance et qui faisait énormément de pubs chez Quad, qui s'appelle Rémi Belvaux, celui qui a fait cette arrivée près de chez vous. Ok, ouais. Avec Benoît Poulvord, bien sûr. Qui était, parce qu'il n'est plus malheureusement, un génie, un vrai génie. Un vrai génie, c'est une grande perte, parce que c'était un génie déjà pour pondre, c'est arrivé près de chez vous. Ouais, c'est clair. C'était un ovni. Ouais. Bref, et Nicolas nous fait un petit coup, il le fait lire à Rémi Belvaux. Il le fait lire à Rémi, et un jour Rémi nous appelle,
Et il nous dit, mais les gars, avec son accent belge, c'est génial, c'est extraordinaire ce film, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Alors on lui dit, bah tu sais, on a tourné avec Gérard. Non, mais attendez, c'est ça qu'il faut faire pour vous. Vous devez faire ce film, c'est extraordinaire. Et donc de l'entendre lui nous dire aussi, ça, on s'est dit, bon, bah, peut-être que... Et là, Nicolas nous dit, mais vous avez écrit ça dans un château, là, c'est où? Bah, avec Eric, on a fait des colos dans un château qui est à Marton, à Angoulême, quoi. On s'est dit, bah c'est là, bah ok, on y va. Je dis, mais comment ça on y va? On y va, on va tourner là-bas. Là-bas vos souvenirs. Ah, vous avez vraiment tourné dans la colo, vous? Mais je savais pas ça. Donc, incroyable. On prend le train et nous voilà tous les trois à Angoulême. Le château a été racheté par des Anglais qui étaient en train de le refaire. Donc ils retapaient une aile. Donc il y avait toute une aile qui était dans le jus et toute une autre qui était, c'est genre le braque. Tu vois. Donc Nicolas arrive et alors nous on lui fait, ah c'est dingue, là j'étais là j'ai fait ça, là j'étais sorti avec elle, là j'ai fait ça. Ok, il regarde, mais super, ouais, c'est génial. Et alors Nicolas lui dit, mais cette scène là du réfectoire, et ben voilà, c'était là, ok. Il parle aux Anglais, il dit, ok, vous arrêtez tout, les travaux. On vient tout l'été, on va tourner le film. Le film n'était pas du tout financé de rien. Personne ne l'avait lu. Écrit déjà, mais pas financé, quoi. Et alors l'Anglais, il dit, mais ça va pas la tête, on a plein de travaux. Il dit, non, vous arrêtez tout. On vient, machin. Combien ça coûte? Et il fait un chèque. Tout de suite. C'est pas vrai. Ouais, il prend le château. Et nous, tu vois, on se dit, mais enfin, le film va sortir. Machin. C'était parti. C'était parti comme ça. D'ailleurs, il sort en 2006, non? Genre un an après. En juin 2006. Je préfère qu'on reste amis sort. Ça fracasse pas la baraque. C'est respectable, mais bon. C'est pas... Donc, ça a été une idée de génie de... Il fait quoi, 200 000 entrées à peu près? Il fait 350. 350, excuse-moi. 350. À l'époque, la fréquentation était haute. C'était pas top. Mais du coup, Nicolas avait envoyé le scénario à toute la chaîne de financement. En disant, ils viennent de faire un film avec Gérard Depardieu qui va sortir, donc le film s'est monté avant que l'autre sorte. Et ça, c'était une grande idée. Et là, on retrouve Jean-Paul, évidemment. On retrouve Jean-Paul, on retrouve un des acteurs du court-métrage qui est Omar. Omar Sy, bien sûr. Et là, on s'éclate. C'est parti, on est sur le plateau, on connaît tout. On a fait des travelling, des Steadicam, des Luma, des grues sur Je préfère qu'on reste amis. Mais là, on se concentre sur l'histoire. On se concentre sur on s'est dit, si la caméra, c'est un enfant, Rémi Chevrin, le chef opérateur, à l'épaule. Et on est parti comme ça. Et on a bombardé tout l'été. Tout l'été dans cette aventure incroyable avec Jean Benguigui. Avec le retrouvailles familial. Et c'était parti. Et 1 500 000 quasiment entrées. Une surprise. Le film sort au début de l'été. Il y avait des cinémas fermés en France tellement le cinéma n'était pas propice à l'été. Et finalement, Nos Jours Heureux tient 3 mois à l'affiche. Et ça, c'était la première aventure incroyable. Et c'est un film, vraiment, on peut le revoir des tonnes et des tonnes de fois, quoi. C'est vrai que il y a souvent d'allégories, pas d'allégories, de rapports, de parallèles entre le cinéma et la culture et le vin. C'est-à-dire que c'est pour faire un film, il faut planter une vigne, il faut s'acharner, il faut le bichonner, il faut réécrire. Je dis souvent que l'écriture, c'est la réécriture. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui pousse. Et après, ça grandit. Et Nos Jours Heureux, c'est quelque chose qui a grandi de manière incroyable. Évidemment, plein de mômes qui étaient même pas nés quand il est sorti. On nous en parle tout le temps. Bien sûr. C'est super, c'est intemporel. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles d'écriture, puisqu'on est dans les débuts de quelqu'un qui fait du cinéma, qui veut faire du cinéma. Quand tu dis, t'écris ton premier long, et puis après, ils te mettent dans une pièce, et tu dis, on réécrit, et tu fais un film vite. Où vous avez appris la structure du scénario, tout ça? Est-ce que vous avez laissé parler votre instinct et on vous a fait confiance? On a laissé passer notre instinct. Il y a un autre truc, c'est qu'on a vu et revu énormément de films. On a vraiment revu énormément de films et ce qui fait que à bout d'un moment c'est instinctif. C'est pour ça que je dis que c'est un métier qu'on n'apprend pas. C'est super les écoles de cinéma parce que tu es avec des gens qui ont envie de faire la même chose que toi. Donc bien sûr. Il y a une énergie, mais il faut avoir quelque chose à raconter. Et puis à un moment donné, il faut faire. Voilà, il faut faire. Et l'écriture, c'est pareil. C'est comme quelqu'un qui veut se mettre au marathon, il faut qu'il court beaucoup pour pouvoir faire le marathon. Là, il faut écrire. Et d'ailleurs, toujours maintenant, quand on est en tournage, on n'écrit pas.
Et donc, quand on se remet à l'écriture, et ben, on est courbaturé, et ça marche pas, et c'est nul, et tout est naze. On se dit, on n'aura plus jamais d'idées. Bah ouais. Et c'est ça, c'est tout le défi, quoi. C'est-à-dire là, on se remet à écrire, c'est la page blanche, et on se retrouve comme au début. Mais c'est vrai que nous, on a été un peu réticents si vous voulez, au protocole. On a été réticents aux séquenciers, on a été réticents, alors que... oui, il y a toutes les étapes de scénario classique. Alors que c'est une bonne méthode. Ouais. C'est une bonne méthode, mais nous, on n'y arrive pas, parce qu'on est très à l'aise dans les dialogues, donc on démarre par les dialogues, et puis bon, c'est un bordel sans nom. Vous avez votre technique. On a notre technique, et puis au bout d'un moment, un film, c'est une histoire qui part de A, qui passe par G, si c'est une histoire d'amour, qui arrive à R, à Z. Enfin, tu vois, on sait à peu près. Ouais. Après, c'est à nous de cacher on va dire les passages obligés, les passages à niveau obligés. Ouais. C'est à nous de les cacher et de rendre l'histoire singulière et originale. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que nous, on ne fait pas de commandes de films, on dit tiens, j'ai d'autres réalisateurs, parce que... Oui, vous faites que des films que vous écrivez vous. Bah ouais, parce que on sent une vraie responsabilité et ça doit être viscéral. Ouais. Un film, c'est comme... ça dure toute la vie. C'est comme une femme avec laquelle tu te maries, c'est toute la vie, normalement. Normalement, ce qu'il disait Eddie Berkeley. Mais pour les vieux auditeurs qui nous écoutent... s'ils ont la ref, s'ils ont la ref, mais si tu veux, le truc, c'est que on a... Le temps passe tellement vite que j'ai du mal à me dire je vais passer 2 ans sur 3 ans ou 4 ans sur un truc, bon, je vais le faire, puis après je ferai ça. Non, ça marche pas comme ça. Bien sûr. On a besoin d'avoir un truc qui vous parle, qui nous tracte, et puis putain, le matin, il faut se mettre devant son ordi, c'est la page blanche, il faut avoir envie d'écrire sur ça. Donc le temps est un bon juge, savoir si une idée reste, une idée passe, mais c'est pour ça qu'on met beaucoup de soin à trouver les sujets. Alors on a beaucoup parler de choses qu'on a vécues ou des choses qu'on a traversées. Et c'est vrai que pour nous, c'est une bonne méthode, mais on n'a pas vécu 200 000 vies. Donc, c'est normal. Mais d'ailleurs, vous vous enrichissez aussi, parce que bon, alors là, le dernier qui est sorti en date, c'est Une année difficile. Mais si on revient à un autre gros succès que vous avez fait, Intouchable, c'était en voyant un documentaire sur la vie de Philippe, là, ce mec dont vous racontez l'histoire, que ça vous est venu. Ouais, mais si tu veux, le doc, on l'a vu en 2003 et le film, on l'a fait en 2010. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, il y a quelque chose qu'on a, c'est la curiosité. Ouais, et vous allez sur le terrain, vous nourrissez. Ouais, on se nourrit, on est très curieux de plein de choses. On a des rendez-vous, par exemple, lundi, on a rendez-vous avec des neuroscientifiques, des neurologues pour parler d'un truc. On ne sait même pas si ça va donner quelque chose, mais on va discuter avec eux. On aime ça. On aime aller chercher, aller puiser, on regarde énormément de documentaires parce que ça nous fascine, les documentaires. Et d'ailleurs, hors norme, on en a fait, nous, en documentaire qu'on a appelé On devrait en faire un film. Quand même. Tu vois, c'est quand même dingue. Et même dans ton contact avec les gens, moi j'ai remarqué que tu poses beaucoup de questions, tu t'intéresses vraiment aux gens aussi, tu vois. On sent que tu as une curiosité, mais il y a une curiosité, mais naturelle, quoi. Ouais, il y a une curiosité naturelle. Après, c'est pas du tout pour se dire à chaque fois, tiens, il y a une idée. Non, justement, on sent pas ça. On sent. Parce que les gens t'intéressent. Ouais, c'est ça. On est très curieux des gens. On est très intéressés par les histoires, et c'est vrai que le fait d'être 2 aussi, c'est une force, parce que tous les matins, on va se dire tiens, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, lui m'a dit ça, lui m'a fait ça, lui m'a dit ça, et quand on raconte, on scénarise déjà. Tu vois, tu vas me raconter un truc que tu as eu hier, tu vas la scénariser, c'est déjà quelque chose. Et nous, je sais que tu as sûrement à coup sûr cette maladie, et en plus tu fais de la scène, donc c'est encore prégnant ça. C'est-à-dire que la maladie, c'est de voir vivre quelque chose et la transformer en une seconde, en sketch, ou scène, ou vanne, immédiatement. Donc c'est vrai qu'on on garde cette acuité, mais dans tout, encore ce matin, je faisais du sport, mais oui, vous remarquerez que... Ah bah non, les gens n'ont pas la couleur. Non, mais si, il y a une petite caméra là-bas. D'accord. Pour ceux qui regarderont en vidéo. Voilà. Non, ce matin, je faisais de l'elliptique, c'est un truc assez chiant comme ça. Et t'es courageux. Il y avait quelqu'un à côté qui parlait au téléphone, et j'ai coupé ma musique. T'écoutais ce qu'il racontait. Voilà, c'était inspirant. Ah ouais, j'adore. C'était inspirant. Donc, il y a souvent ça,
quand je suis avec ma femme au resto, elle voit bien que je suis pas là. T'es pas là, t'écoutes les conversations d'à côté. À table là, mes gosses souvent ils me disent t'es là mais t'es pas là. Ouais. Voilà, je suis un peu dispersé, Ouais. du mal à me focus, mais c'est comme ça, étourdi. Souvent à l'école, j'avais souvent étourdi, rêveur, des dissipé, trucs comme ça. Ouais. Très beau aussi. Ouais, très beau. Écoute, tant qu'à faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que pour vous, le vrai premier succès, c'est Nos Jours Heureux. C'est, ouais, c'est le vrai. Même si t'as Gérard Depardieu au casting de ton premier film, finalement, c'est Nos Jours Heureux. Ouais, je préfère qu'on s'est mis, il a été matriciel parce qu'on a géré un vrai tournage, un vrai film avec un monstre sacré du cinéma. On a réussi, si tu veux, à l'amener au bout. On a réussi on est très fiers de ce film. Et ensuite, en plus, on avait des gros caprices que Nicolas, évidemment, a tout passé. C'est-à-dire que la fin du film, c'est à New York. Ah ouais. Ça ne justifiait pas du tout. Ça pouvait être à Lyon. Ah ouais, c'est fait. Et c'était à New York et il a accepté. Et donc, il y a mis de sa poche, ce qui se fait plus maintenant. Les producteurs mouillent plus leur chemise. Là, Nicolas, pour se préférer qu'on s'est mis, il a mouillé sa chemise. Il a mis de l'argent à lui. Donc il s'est scellé quelque chose, il produit notre prochain film et il a produit tous les films. Et il les fera tous. Voilà, il les fera tous et c'est très rare cette relation. C'est une relation qui est rare vrai. Et on est extrêmement chanceux de l'avoir trouvé, ça c'est sûr. Et est-ce que tu te souviens donc entre ce moment où tu as pris le train pour aller voir Eric qui allait faire un petit stage de cinéma et ton première action avec lui de ton premier long métrage? Ouais, bien sûr, je me souviens hyper bien, c'était à Versailles, donc en plus de ça dans sa ville, avec Gérard. La première fois, je compte pas les courts-métrages, mais le long-métrage, je me rappelle hyper bien. Je crois qu'on l'a dit en même temps. De quoi ? Action. Ouais. Ah ouais. Je crois qu'on l'a dit en même temps. Et c'était fou. C'était fou parce que je me souviens très bien qu'on se disait. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que, alors c'est moins le cas maintenant avec les caméras numériques, mais avec les caméras pellicule, quand vous mettez votre œil dans le viseur de la caméra, vous avez une petite croix rouge. Ouais. Il y a déjà la texture qui est là, et quand la caméra se déclenche, vous entendez dans l'oreille. Ouais. Donc, et nous, on ne le savait pas. Ouais. Donc, on était déjà au cinéma, et quand vous avez dans votre retour son la voix de Gérard Depardieu, c'est fou. Nous qui étions des fans absolus de cinéma, et le dernier métro, c'est aussi matriciel de notre cinématographie. Quand vous entendez, si vous fermez les yeux et que vous avez la voix de Gérard Depardieu, ou de Trintignant, ou de Fanny Ardant, vous avez immédiatement des frissons et des souvenirs. Et on se disait, voilà, on y est. Là, la porte, ça y est, elle s'est ouverte. Est-ce qu'elle va rester ouverte ? C'est ça, c'est la grande question. À nous de faire en sorte que oui. Ouais. Et donc de s'engouffrer là-dedans. Mais c'est vrai que je me souviens très très bien de ce premier jour. Il neigeait. On se demandait si les acteurs allaient pouvoir arriver. C'était déjà les premiers stress. Et c'est parti. Et voilà. Et Gérard a joué trop haut. Et donc le chef opérateur qui le connaissait très bien, qui est Pascal Ridaou, parce qu'on avait pris des techniciens qui connaissaient Gérard. Ouais. Ah oui. Bah ouais, parce que nous, voilà. Et le chef opérateur nous a regardé et nous a dit c'est maintenant. Parce qu'il a joué comme Obélix. C'était pas du tout. Il a joué trop haut en fait. Trop. On a été le voir, on lui a dit, il a dit oui, d'accord. Et donc il a réajusté. Il s'est laissé conduire, diriger, avec aussi cette chance qu'on ait Jean-Paul avec nous comme allié. Et Jean-Paul, qui est un acteur, il y a des acteurs comme ça qu'on ne dirige pas, qu'on oriente. Jean-Paul est juste tout le temps. Des acteurs comme ça, ça prend pas. C'est injuste, mais il est juste tout le temps dans le drame, dans la rigolade évidemment. Il a la feuille, il a Louis, Ska. Jean-Pierre Bacry, par exemple, des acteurs où juste le fait, Woody Allen, il dit un truc très juste, il dit c'est quoi le secret du casting ? C'est de bien les choisir, les acteurs. C'est 90%, voilà, c'est ça. Et voilà, et on était déjà au cinéma. Et la première fois justement de cinéma, la première fois où ton film est projeté sur grand écran avec un vrai public, est-ce que... Alors je compte pas les projections de presse. Non, pas les projections, le vrai moment où le public va voir ton tout premier film. Ouais, alors ces souvenirs-là, ils ont été, si tu veux, comment dire, il y en a d'autres depuis qui ont pris la place de ceux-là, des projections, des moments plus forts. Voilà, des projections... folles, des choses complètement dingues. Et quand tu fais une projection, par exemple à Tokyo, d'Intouchable, où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre, qu'est-ce qu'ils vont piger de toutes les vannes des cultures françaises, Omar, et que tu vois que les gens sont hilars et que pleurent à la fin, tu te dis bon,
C'est fou. Hein. Wolinski disait quelque chose qui est comme un mantra pour nous. Ouais. Il disait le chemin le plus court entre un homme et un autre, c'est le rire. Ouais, c'est vrai. Voilà, il a C'est raison. vrai. Tu Ouais. te marres avec quelqu'un, il y a quelque chose qui... Et on a tous en tête un sommet qui était entre Clinton et Yeltsin, donc les États-Unis et l'URSS, et c'était pas au beau fixe à l'époque. Il y a un fou rire entre eux. On se rappelle de ce fou rire entre eux. C'est vrai. Et on se dit, putain, c'est des hommes qui se humains, comprennent pas, quoi. Voilà, Ouais, et carrément. ils se marraient. Ouais. Et donc, nous, on pense beaucoup à ça. C'est-à-dire que la comédie, c'est peut-être des fois une élégance pour faire passer deux, trois trucs, mais oui, on se rappelle, moi, je me souviens très bien des projections de notre premier film, comme ça, je préfère qu'on reste amis, où on regardait les gens. D'ailleurs, c'était le début des portables, Ouais. et on a, avec Eric, des collections de films de gens qui regardent nos films. Ah, ok. Voilà, on filmait les gens. Ah ouais, pour voir, Ouais, c'est on filmait incroyable. les gens pour voir est-ce qu'ils vont se marrer, est-ce qu'ils vont pas se marrer, est-ce qu'ils vont être émus. Ouais, c'est toujours, on le fait toujours. Et on a aussi énormément de sons. De son. De son. Ouais, notre de son. Quand on a un petit vocal. coup de mou, on se met un petit son C'est vrai. de Jean-Pierre qui regarde le ballon dans le sens de la fête. Et Ouais. on entend les salles rire et ça nous fait du bien. Il n'y a pas, évidemment, c'est une question qu'à chaque fois que je l'entends, en plus, je sais pas pourquoi je vais te la poser, parce qu'à chaque fois que je l'entends, je suis journaliste, ça m'énerve, mais je sais pas pourquoi j'allais la poser. Donc, bon, tous les films que vous avez faits, Hors Normes, Samba, Le Sens de la Fête, est-ce qu'il y en a un qui a, à part Nos Jours Heureux, une importance particulière ou qui a déclenché quelque chose de nouveau? Ouais, alors, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question. Ouais. Et je peux te dire, évidemment, tous les films. Ouais. Dans tous les films, tu as appris quelque chose, ça a déclenché quelque chose. De toute façon, pour nous, une filmographie, c'est comme une corde à nœuds. Hein. Chacun, il est raccroché à l'autre, qui est raccroché à l'autre. Mais je dois dire que Le Sens de la Fête, c'est particulier. Ouais. C'est particulier parce que c'est comme Intouchable. On voulait Omar pour ce rôle. Ouais. Et Le Sens de la Fête... On voulait Bakri. C'est même pas qu'on voulait Bakri, c'est que c'est pour lui. C'est-à-dire qu'on on avait cette idée, évidemment, de film, mais on a été le voir 1 an avant. Et Bakri, il est dur à attraper. Et donc, ça a été petit à petit d'écriture, réécriture, jusqu'à l'avoir sur le plateau. Et il nous a vraiment enseigné des choses sur le métier d'acteur, sur ce qu'il appelait la feuille. La feuille, c'est l'ouïe. Est-ce qu'une scène sonne, un dialogue sonne? La musicalité. Voilà, la musicalité, début, milieu, fin. On a eu cette chance aussi avec François Cluzet. François Cluzet nous avait appris, quand on faisait des lectures, il nous disait, mais je l'enlève ce dialogue, je vais le jouer, je vais pas le dire. Et parce qu'il nous disait des fois dans des non-dits. Bien sûr. Et ça, on a poussé ça tellement loin jusqu'à en thérapie. Oui, dans les silences, on en dit beaucoup plus. Donc on a chaque tournage t'apprend des choses, mais Le Sens de la Fête, ça a été vraiment un moment particulier parce que Bakri était de tous les plans, parce qu'il y avait cette troupe d'acteurs autour de lui qui restaient quand ils ne jouaient pas eux. Ils avaient fini leur scène, donc tu dis à un acteur, t'as fini, je passe à une autre séquence. Il restait pour voir Jean-Pierre jouer. C'est fou. Donc c'était complètement dingue. Et on a appris cette musicalité. Alors lui, il a un phrasé particulier qu'on adore. Hein. Bien sûr. Moi, je déteste qu'on me dise Bakri fait du Bakri. J'ai pas envie que Bakri fasse du Auteuil ou du Lucchini. C'est lui, quoi. Donc c'est normal. Tu vas pas pousser les gens dans des choses qui ne sont pas eux. Et donc il nous a vraiment appris la musicalité des dialogues. Et je me souviens très bien, on a fait énormément de lectures avec lui et c'est là où que ça se construisait et il était très respectueux du travail, de notre travail, mais en début de journée il venait et je me rappelle, il levait son doigt et disait, est-ce que je peux vous parler 1 minute? Alors on disait oui. Est-ce que là je pourrais pas dire ça à la place de ça? Ne demande pas. C'est ça. Voilà, et surtout il était aussi Cluzet aussi à ça, c'est des formidables partenaires. C'est-à-dire, c'est des partenaires. Quand ils sont sur un plateau, c'est des partenaires. Et puis, ils sont avec toi. Ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout et ils sont aussi très généreux avec les autres acteurs. Je me rappelle très bien que ce soit François ou que ce soit Jean-Pierre, ils nous donnaient des idées de vannes pour les autres acteurs. C'est fou. Donc oui, Le Sens de la Fête, il est évidemment, la disparition de Jean-Pierre fait qu'il a une place particulière, ce film, mais ça a été un moment assez beau, le tournage, c'était très fluide, tout a été très fluide. Humble et généreux, parce que il y a tellement d'acteurs, de grands acteurs, qui te poseraient pas la question de est-ce que je peux changer ça. Il va te dire, tu dis action et puis il va faire exactement comme il veut. Si, mais on aime bien ça, nous. On ouvre la porte. C'est bien.
On ouvre la porte et j'ai eu une petite anecdote qui vient. Je me souviens que pas très loin d'ici, on a appelé Gilles Lelouch, qu'on connaissait depuis les festivals de court-métrage, parce qu'avec Tristan Rouet, ils ont fait des courts-métrages aussi qu'on cartonnait. Et j'appelle Gilles et je lui dis, écoute Gilles, il y a un truc là, est-ce qu'on peut te voir avec Eric? Ok, bon, on le voit et on s'aime beaucoup, quoi. Et on lui dit, bah voilà, on a un film, mais c'est pas le premier rôle. C'est un petit rôle, il nous dit, avec sa tête, c'est pas le problème, pas de problème, c'est pas loin, machin. Voilà, il nous dit, mais il y a qui d'autre avec moi? Et on dit Jean-Pierre Bacri. Ah ouais. Et il nous dit, bah c'est bon. Alors on lui dit, Gilles. Il lit quand même, Gilles, le petit rôle de photographe. Non, Gilles, c'est le chanteur. Et c'est le chanteur, oui, Gilles, je confonds avec Jean-Paul. Elle lui dit, mais Gilles, lis quand même. Vous êtes fous. Il y a vous, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Paul Rouve. Ouais. Vous êtes fous. D'ailleurs, il est excellent dans ce rôle. Vous êtes fous. Je dis oui, lis quand même. Ouais. Et évidemment, il a lu. Et en fait, Jean-Pierre, c'est un aimant à acteur. Et je me souviens très très bien de Jean-Paul qui un jour nous a dit, je vous remercierai jamais assez de m'avoir permis de vivre ça avec Jean. Mais c'est vraiment un être à part. Hein. Alors évidemment, ça fait toujours un peu. C'était un monsieur. Ouais, c'était vraiment un monsieur qui avait un regard sur la vie. Parfois radical, très radical, cohérent avec lui-même de bout en bout. Voilà, c'est comme François, je parle aussi de François, mais c'est parce que c'est la même génération, mais ils disent bonjour à chaque personne sur un plateau le matin, que ce soit le petit régisseur, que tout le monde avant de tourner. Donc ça, c'est assez respectable et c'est aussi notre vision à nous du métier. Sûr. C'est ce que j'allais dire. Et donc, on tire de grands enseignements. Et autre chose aussi, il y a quelque chose qui est vraiment important. Alors ça paraît un truc de la palisse, comme on dit, mais il connaissait le texte sur le bout des ongles. Ah ouais. Le bout des ongles. C'est-à-dire que, et ça c'est dingue parce qu'en fait, ils sont libres. Ils sont libres. Et je me souviens aussi... Plus tu connais, plus tu t'amuses. Je me rappelle aussi de Isabelle Carré, pour Tellement proche. Ouais. Je crois qu'elle connaissait le scénario par cœur en entier. Et ça, non mais c'est une force. Alors évidemment, on va me dire, mais attends, c'est normal. C'est un acteur, c'est son métier. Pas toujours le cas. Et quand un acteur connaît pas son texte, il va se rattraper à lui, et donc il sort du personnage pour se rattraper à lui, et c'est plus le personnage, c'est lui. Donc je me souviens très bien il y avait des lectures avec Jean-Pierre où il connaissait déjà le truc archi par cœur. On se disait, mais c'était fantastique. C'est génial. Fantastique. Et du coup, dans le sens de la fête, comme tous les acteurs jouaient à un moment ou un autre avec lui, ils étaient au diapason. Et alors, je vous passe Benjamin Laverne, la Comédie Française. Alors là, je vous passe ces moments de bonheur avec cet acteur-là. Enfin voilà, c'était un rêve. Bon, et tu parles d'acteurs, justement, d'actrices. Est-ce que tu parles de rêve? Est-ce qu'il y en a une qui vous fait rêver? Oui, il y a des acteurs. Nous, il y a des acteurs qui nous font rêver, ça c'est certain. Il y a Alain Chabat qu'on aime beaucoup, qu'on n'a pas accroché à notre tableau, mais on a eu énormément de chance déjà. Alain, c'est quelqu'un qu'on aime bien. On aime bien Louis Garrel. Ouais, Louis Garrel. Je pense que Louis Garrel, on l'a vu dans le film qu'il a réalisé dans L'Innocent. Il a la double nationalité. Il est à l'aise dans le drame et à l'aise dans la comédie. Son film mélange les deux d'ailleurs. Il y en a un autre aussi qu'on a déjà eu, mais enfin, alors il dit qu'il veut plus être acteur, mais c'est Mathieu Amalric. Qui est quand même incroyable, qui est quand même une personne incroyable. Non, il y a plein d'acteurs qu'on aime bien, et ma sœur aussi. Bah oui, quand même, ta sœur. Ma sœur, j'aimerais bien un jour qu'on croise le fer. Ensemble. Donc tu dis elle est plus jeune, tiens d'ailleurs un petit mot quand même sur Géraldine. Tu penses que tu lui as transmis cette passion, elle a baigné dedans, Non, je pense qu'elle a. Si j'avais été autre chose, je pense qu'elle aurait fait quelque chose d'artistique très vite. Je lui ai peut-être fait gagner du temps. C'est-à-dire que tout de suite, elle a fait une première option cinéma, Terminal Cinéma. Elle a tout de suite fait un court-métrage. Elle a eu un prix avec son premier truc. Elle a eu un prix. Et puis bon, elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. Elle a le jeu. Oui, alors justement, elle multiplie les casquettes. Elle est devant la caméra, derrière la caméra. Elle m'étonne. Elle a un naturel. Elle a un naturel qu'ont ces actrices-là qui sont Leïla, Adèle, je vais te laisser dire nom de famille, Exarchopoulos. J'y arrive pas non plus. Mais... elle a ça, elle a cette chose-là, cette feuille qu'on n'apprend pas, et elle est très très étonnante. Quand je la vois là, j'ai vu un film là récemment, Je suis pas un héros, dedans avec Vincent de Dienne, elle m'explose, quoi. Elle est géniale, elle est vraiment géniale. Donc il y a donc des acteurs dont je parlais d'Alain, de Louis.
des acteurs qu'on... Et il y a aussi autre chose qui nous intéresse, c'est toujours pareil, on aime aussi découvrir. On aime ça. Des nouveaux talents. Des nouveaux talents, on aime aller à la recherche comme ça. Joséphine Demeaux pour Nos Jours Heureux. Bien sûr. Et Aïdara. Ouais. On aime ça. On aime aller aussi à la rencontre. C'est vrai que vous avez révélé quand même pas mal d'acteurs quand même. Ouais, et tout le monde rêve de jouer dans vos films. Non, mais c'est vrai. Les jeunes acteurs disent toujours, pour moi, la consécration, ce sera quand je serai dans un film de Nakache et Toledano. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on aimerait... On se le dit souvent avec Eric. On a pas mal d'idées, de trucs, mais on aimerait faire un jour un film comme l'avait fait Capiche avec l'auberge espagnole, enfin avec des jeunes. Ouais, plein de jeunes. Forcément pas connus. Ça aussi, c'est un truc qui nous excite. Ça nous avait excité dans Hors Norme. On avait trouvé ce jeune qui s'appelle Brian, qui joue le jeune éducateur de Valentin. Mais ça nous excite beaucoup. Ça nous excite de mélanger, de toute façon, de mélanger acteurs, non-acteurs, connus, pas connus, pro, pas pro. On aime bien les mélanges. Et vous, de vous mettre devant la caméra, ça t'a jamais tenté, quoi? Non. Bon, il y a eu une ou deux petites apparitions rapidos, mais comme beaucoup de réals, mais c'est très furtif. C'est très furtif. Non, c'est pas ton sais truc. Pas. Non, c'est pas. Peut-être un jour. J'en sais rien. Mais en fait, on aime tellement les acteurs. Ben ouais. Vous avez envie d'être au service plutôt des acteurs. C'est ça. Et puis les emmener avec nous dans une aventure. Hein. Tu vois là, ce qu'on a fait avec Jonathan Cohen, Pio Marmaille et Noémie Merlan, c'est fabuleux. Ouais. C'est une chance incroyable de jouer avec ces. Et je passe du coq à light, mais il y a une génération qui arrive là. Attention. Ouais. Attention, les Raphaël Quenard et tout maintenant, c'est déjà. Attention. Mais c'est vrai qu'il y a une jeune génération qui arrive. Ils sont forts. Ils vont tout péter. Hein. Il y a une jeune comédienne qui s'appelle Louana Bajrami que j'adore. Il y a Anna Maria Bartolomé. Enfin, il y en a plein. Et ils vont tout péter. Et aussi, il y a quand même quelque chose dont nous, c'est pas de notre, on va dire entre guillemets, de notre génération, mais aussi des gars qui font des trucs sur Internet assez dingues. Voilà. Et là, moi, j'ai vu un film récemment qui s'appelle Vermine. Le film d'horreur, Voilà, avec un acteur qui s'appelle Jérôme Niel. Bien sûr, qui faisait des vidéos sur Canal, des tutos énervés, qui est super. Mais putain, ils sont forts, les mecs. Ouais. Ils sont forts. Donc, Et le réal, c'est un rugbyman de base. C'est son premier film aussi. Super. Et je crois qu'il va faire Evil Dead. Ouais, mais il est contacté, il paraît, par l'Amérique entière déjà, avec un premier long. Tu vas voir qu'il va faire du football américain. Il faut passer le ballon devant maintenant. D'ailleurs, quand même, alors pour tous ceux qui écoutent, qui rêvent de faire ton métier, déjà, est-ce que tu dirais que ce serait plus dur pour vous d'arriver dans le métier aujourd'hui qu'à l'époque ? Non, je dirais que c'est pas plus dur. Je dirais que maintenant, il y a des outils qui permettent de faire des films à la portée de tout le monde. Ouais, c'est plus les 30 000 francs qu'il faut économiser. Alors, ce que je pense, si tant est que c'est quelque chose de crucial, ce que je vais dire, c'est que à notre époque, l'écrémage se faisait déjà du fait que si tu n'arrives pas à trouver une caméra et de la pellicule, tu le fais pas. Ça écrémait déjà des gens. Et c'était cher. Voilà, c'était cher. Donc là déjà, fallait ceux qui en avaient vraiment dans le bide pour arriver au bout d'un film. Là maintenant, avec un téléphone, avec tout, on peut faire des films. Mais ça ne remplacera jamais la bonne idée, l'idée, la faisabilité, il n'y a rien. L'histoire. Voilà, c'est l'histoire qui compte. Rien ne remplacera ça. Donc, tant mieux. Je vois qu'il y a énormément de festivals de courts-métrages, encore plus qu'avant. Des festivals qui prennent une place importante, comme le Nikon Film Festival, où tout le monde maintenant propose des films au Nikon Film Festival. Même, comme tu dis, filmer avec un téléphone, ça suffit. Voilà, ça suffit. Mais quand tu regardes, quand tu vas voir le palmarès, tu vas te dire putain quelle bonne idée. Putain quelle bonne idée. Ouais, c'est ça. Il faut faire. Voilà. Si vous voulez, faites une école de cinéma, c'est génial parce que tu vas être avec des potes et tu vas dire tiens toi tu fais le son, toi tu fais ça. Mais il faut faire. Il faut faire, faut monter, faut se cogner le terrain. Ouais. Et alors si je retiens deux grands conseils que tu as donnés ce matin quand même, c'est ça, c'est déjà ne rien lâcher, raconter quelque chose, dire le maximum sans dialogue. Ça, le non-dit. Le non-dit, il y a beaucoup de dit. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes qui le disent aussi. Et de rien lâcher, parce que t'as rien lâché. Non, faut rien lâcher, faut en avoir envie et faut être sûr de ce qu'on a envie. Voilà, faut être sûr. Avec Eric, on fait beaucoup de rencontres avec des jeunes qui sont en école de cinéma et tout. Et il faut être sûr de ce qu'on a envie. Voilà, c'est un métier qui est difficile.
c'est compliqué, c'est dur de faire un film, rien n'est simple. Mais si ça te brûle dans le bide, ou les comédiens, souvent il y a des comédiens, si ça te brûle dans le bide, faut y aller, quoi. Faut y aller. On est chanceux. Faut savoir que je pense, c'est comme, je vais donner une image, on est 500, tout le monde lève la main, puis on nous dit, toi, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? C'est une chance. Ouais, c'est une chance. C'est une chance. Et c'est beaucoup d'argent, c'est un tournage, ça coûte cher, il y a du monde, faut payer tout le monde, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux choses que je dirais. S'il y a des jeunes qui nous écoutent. Bah ouais, qui rêvent de faire ce métier. Faites des colos. Ouais. Parce qu'un tournage, c'est comme une colo, faut gérer des acteurs, gens, des enfants, des animateurs, c'est la même chose, des humeurs. C'est des compromis à faire toutes les 2 secondes. Donc c'est un bon apprentissage. Voyez des films le plus possible. Soyez curieux. Soyez curieux, c'est-à-dire que moi je faisais quelque chose. Alors j'avais ce vidéoclub où je voyais tout. Mais par exemple, vous voyez un film, vous allez dire oh là là. Sortez de l'algorithme, sortez du calcul, sortez du fait d'aller voir toujours des choses qui sont faites pour vous. Allez, faites le pas de côté et on sera jamais déçu. C'est ça aussi que je dirais, c'est que maintenant tout le monde est dans son. Si vous avez aimé ça, vous aimerez ça. Si vous avez aimé ça, bah non, sortez. Sors de ce que t'aimes. Va voir autre chose. Sortez de ça et c'est payant. Et surtout si on veut faire ce métier, c'est cette curiosité qui fait que on s'enrichit ou on apprend d'autres choses ou des fois on est surpris même par nous-mêmes de ce qu'on voit. Dire, mais non, mais ça je vais jamais, je vais pas du tout aller voir ce truc-là. C'est vrai. Et on se prend une claque et c'est comme ça que ça fonctionne. 4 petites dernières questions. Bon, on est d'accord que Nakache sans Toledano, c'est impensable, impossible. Le prochain, j'imagine que comme je connais votre force de travail, vous êtes déjà sur le prochain. Oui. On n'a pas le droit d'en parler. Si, avec toi, je parle de tout. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que Léa, tu nous avais interviewé pour Intouchable. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, mais je le dis vraiment, vraiment sincèrement, c'est pas du tout de la... Dans le Vous labo. imaginez bien le nombre d'interviews qu'on a fait pour ce film. Et je me rappelle hyper bien de cette interview qui était super originale. Je me souviens que tu nous avais fait. Tu avais fait ça. Tu nous avais fait danser. Je me rappelle très bien. Oui, alors comme je le dis, là on est dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre deux films. On a une technique avec Eric. On écrit un peu pour les deux. On écrit de l'instinct, quelque chose d'instinctif. Un peu comme quand on avait écrit Nos jours heureux. Là, en ce moment, ça fait longtemps qu'on a une idée en tête parce que, évidemment, on doit avoir des défis à chaque film. Bien sûr. Pour pas marcher déjà sur nos plates-bandes. Et le cinéma, c'est une magnifique machine à remonter le temps. Et on l'a jamais fait. On n'a jamais remonté le temps, finalement. Et là, on est assez, depuis un moment donné, ces années 80, elles nous titillent un peu. C'est notre génération. Voilà, parce que, évidemment, l'âge avançant, on va se réconforter dans nos souvenirs qui nous font du bien. Les VHS, par exemple. Les VHS, exactement. Donc, en ce moment, on réfléchit à une histoire qui se passerait dans ces années-là. Ah, génial. Voilà ce que je peux dire. Mais il y a d'autres trucs qui nous animent aussi. Donc, c'est le temps qui est juge, en fait. C'est-à-dire que là, on écrit. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, Eric relit un truc qu'on a écrit et quand je vais le retrouver, il va me dire est-ce que ça a passé le temps ou pas. Tu laisses un petit peu, d'accord, tu laisses reposer quoi. On laisse reposer comme une pâte. Pour voir si ça a passé le temps et surtout pour voir si on a envie de s'y mettre. Donc il y a ça, il y a d'autres histoires, on est en train de... Voilà, on réfléchit. Mais c'est vrai que, de manière empirique, on aimerait bien un jour faire un film où il y a une petite reconstitution historique parce que c'est magique. C'est vrai. Parce que c'est magique. Voilà. Et de retourner vers le début. Retour vers le début, c'est vrai. C'est pour ça que je comprends des fois Romain Gary qui a inventé Émile Ajar, de se dire comment serait vu un film lesté de tout un background, c'est-à-dire allégé de tout un background. Ça aussi, c'est intéressant. C'est vrai. Alors, 2 dernières questions. Est-ce que tu as 2-3 films, en fait, 3 films soit qui ont marqué ta vie, soit qu'il faut absolument voir, hormis ceux que tu nous as cités déjà dans ce podcast. D'accord, c'est toujours compliqué. C'est dur, hein. Alors, de manière... Ou un grand. Non, tu m'as dit 3, moi je respecte. Vas-y, alors, j'adore la générosité. Il y a un film des Torres Scola qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés. Ne réfléchissez pas. Voyez-le. Passez les 15 premières minutes, acharnez-vous.
et regardez-le jusqu'au bout. Ok. Je vous donne juste une petite anecdote. Il y a 5-6 ans, on a une carte blanche au festival de court-métrage de Montpellier où on avait gagné un prix avec les petits souliers, où on a été invité. Et elle nous a dit, vous avez 2000 étudiants, qu'est-ce que vous voulez leur montrer? On a dit, nous sommes tant aimés. Nous sommes dit, c'est un film italien, en couleur et en noir et blanc, donc sous-titré. Il y avait 2000 jeunes dans la salle, donc on a dit, voilà, on va vous montrer un film italien. On a senti une rumeur. Voilà, en noir et blanc. Monsieur, sous-titré. Bah ouais, on se fait chier dans ce film ou pas? Voilà, on a eu ça, et on leur a dit, écoutez, faites-nous confiance. Tenez. Faites-nous confiance. Ouais. Je peux vous assurer qu'à la fin du film, il y a eu un tonnerre d'applaudissements, et il y a des jeunes qui sont venus dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait lui comme autre film? Ah ouais. Voilà, nous sommes tant aimés d'Ettore Scola. Vous allez comprendre pourquoi c'est un film que vous pouvez revoir tous les 5 ans. Ok. Parce que vous découvrirez autre chose, l'âge avançant. Okay. C'est un film sur vraiment qui a sondé l'âme humaine. Je Jump. Ouais. Il y a un film qui est Le goût des autres. Ouais, bien sûr. Jean-Pierre Bacri et Daniel Jaoui. Ouais. Alors ça, faut le regarder pour comment on construit des personnages, le non-dit dans ce film, sur les préjugés des gens, comment l'humour se niche dans des endroits. C'est un formidable film avec plein de petits tableaux comme ça, et c'est vraiment à voir. Et il y en a... Oh putain, j'en ai 4. Ah, vas-y, génial. Je t'en donne un en rave. J'en ai 10. C'est sympa. Alors, il y en a un que j'ai parlé, qui est L'Aventure, c'est l'aventure, pour la comédie. Ça, vous pouvez le voir. Il y a Annie Hall de Woody Allen. De Woody Allen, voilà. Des premiers de Woody Allen. De Woody Allen, sur la construction, sur ce qui s'autorise dans ce film. Ça a un peu révolutionné l'histoire du cinéma. Et alors, j'en ai un autre aussi, qui, moi, m'a mis une vraie tarte, qui est pour moi... c'est un des films où c'est la première fois où on est dans la musique. C'est le film qui a pour moi le mieux reflété ce que procure la musique au cinéma, c'est Whiplash. Ah bah Whiplash, j'ai adoré. Si vous voulez faire du cinéma, regardez et re-regardez Whiplash sur le rythme, sur ce qui s'autorise, sur l'histoire. Et c'est pour moi le film le plus musical, mais viscéralement. C'est vrai. On est avec lui, est derrière sa batterie, on ressent chaque coup qu'il met, et voir comment Damien Chazelle a réussi ce tour de force-là pour nous faire rentrer dans le film. Donc voilà, et évidemment, le Père Noël est une ordure. Et c'est marrant parce que tu parles de Whiplash, tu me fais de la transition sur ma toute dernière question, tu l'as fait naturellement. Il y a le thème du film de Whiplash est extraordinaire, vraiment. Même quand on n'aime pas le jazz, il y a un truc qui te... Et ben ma dernière question, c'est celle que je pose à chaque fois. Si tu devais retenir les 10 dernières émissions que tu as faites, c'est-à-dire celle d'avant et celle que je ferai sur toutes les autres, et qui est vraiment, tu vois, tu peux le lire sur ma feuille, la chanson ou la musique qui ferait la BO du film de ta vie. Ah putain, oh là là, c'est dur. La chanson, une chanson qui te parle, ou une musique qui pour toi serait une magnifique BO pour résumer le film de ta vie. Il me faut un peu de temps, tu vas faire du montage là. C'est dur, hein. C'est dur, mais c'est une super bonne question. J'adore cette question. C'est une super bonne question. Qui serait... non, j'avais un slogan publicitaire, mais c'est une bonne chanson. J'avais Just Do It, mais attends, c'est une bonne question ça. Hein. C'est une bonne question. Parce que la musique, c'est tellement dans le cinéma. Le temps que tu réfléchis, je peux faire cette parenthèse-là, c'est que les émotions se nourrissent aussi, enfin se décuplent avec la bonne musique, que tout ça, on parle de la réalisation des films, et le montage, la musique, et vous avez toujours des musiques incroyables dans vos films. Dans Une année difficile, la BO, elle est extraordinaire. Et dans tous, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que j'aime cette question, parce que la musique sans cinéma et le cinéma sans musique... peut-être que, en fait, pourquoi on me dit, pourquoi tu fais des films, tu te dis, bon, t'es peut-être pas satisfait du monde dans lequel tu vis, et donc tu rêves d'un autre monde. Donc peut-être que la chanson de téléphone, je rêvais d'un autre monde, peut-être que c'est aussi une façon de se dire, bah voilà, je vais dire à des gens, venez dans une salle pendant 2 heures, vous allez couper vos téléphones, et puis vous allez être avec nous, et puis on va vous embarquer donc dans un autre monde. Alors certes, c'est votre monde, mais on essaye de rendre l'ordinaire extraordinaire, quoi, en gros. Et donc, c'est peut-être celle-là, je rêvais d'un autre monde. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que tu as raison, et la force aussi du cinéma, c'est que très souvent, quand on sort d'une salle, ce qu'il fait, c'est le cas avec vos films, vraiment avec tous vos films, on voit la vie d'une façon différente. C'est ça.
Et donc, je rêvais d'un autre monde. Merci Olivier Nakache d'avoir été mon invité. Léa, c'était vraiment super. Trop bien. À très bientôt tout le monde pour un prochain numéro de Retour vers le début. Et je t'embrasse et puis hâte de découvrir le prochain film. Moi aussi. Bisous.